Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le fauteuil. Ici, on est ensemble jusqu'à 19h, même peut-être un peu plus. Pas sûr, on est libre en fait. On est complètement libre pour ce fauteuil. Je suis en train d'enlever ma page Twitch parce que je m'entends en double, je ne vais pas vous mentir. Voilà, maintenant je m'entends, c'est bon, je vais vous remettre le chat, ne vous inquiétez pas. On est parti donc pour 1h30 de fauteuil, peut-être un peu plus, parce que vous le savez, il n'y a pas de match à 19h, on va en parler. Et on est avec Victor Rouillet. Comment ça va, Victor? Eh bien, bonjour Lucas, bonjour à toutes et à tous. On est aussi avec Camille Sarabène, qui est derrière, que vous ne voyez pas, que vous allez peut-être entendre durant ce fauteuil. Il est toujours là pour s'assurer du bon fonctionnement de ce fauteuil. Fauteuil, salut Camille. Est-ce que tu peux faire un Salut. petit coucou, Camille, ou pas? Bah oui, oui, salut à tous, salut. Allez, parfait, parfait. On est là, on est ensemble. On va faire beaucoup de choses dans ce fauteuil. On va parler de l'actualité. On va revenir sur les deux matchs qui se sont passés hier. Il y en avait un sur W9, vous l'avez peut-être vu, vous avez peut-être vu l'autre aussi. On va aussi se mettre dans la peau des general managers. Victor, on a décidé de se mettre un petit peu dans la peau des general managers avec un qui veut être mon coach. On va essayer de deviner qui est le candidat idéal pour chaque équipe qui cherche actuellement un entraîneur. On va faire les pronostics aussi, les cotes Unibet, parce que vous le savez, cette émission, elle vous est présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris NFL. Et puis surtout, avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous au podcast, aux réseaux sociaux, à Tipeee aussi, vous en avez l'habitude. Mais ça ne coûte rien de vous le rappeler. Peut-être qu'il y a des nouveaux dans le chat. On salue tout le monde dans le chat. J'ai récupéré le chat. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bien là. Si vous avez des questions aussi pour intervenir, pour nous interpeller, n'hésitez pas. J'ai tout à disposition ici. Et nous, on va commencer par l'actualité. Victor, l'actualité la plus chaude, on va dire, je l'ai un petit peu évoqué, c'est le report de ce match entre les Bills et les Steelers. C'était un match qui devait commencer à 19h, heure française aujourd'hui. Finalement, c'est un match qui se jouera demain, lundi, donc à 22h30, heure française. Il y a beaucoup, beaucoup de neige dans l'État de New York. Vous avez peut-être vu les photos au niveau des réseaux sociaux de Twitter et peut-être même d'Instagram. Il y a beaucoup de neige, ce qui rendait la pratique du football compliquée. Puis surtout, la sécurité pour les spectateurs quasiment impossible à assurer. Ils ont donc décalé le match. Victor, c'est une décision logique quand on voit les images qui nous viennent de l'État de New York. Oui, 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 bah c'est vrai que c'est malheureusement un week-end un peu caricatural, parce que bon, il y a 3 matchs sur 6 en dôme, et les 3 matchs qui sont pas en dôme, il y en a un hier qui s'est joué sous moins 20 degrés, il y a ce match-là sous la neige, et le troisième qui potentiellement va être décalé à cause des orages. Donc c'est vrai que c'est un week-end un peu compliqué. Pour le Bill Steelers, on a vu des images qui étaient impressionnantes. Je pense qu'en termes de sécurité, c'était ridicule de faire venir des dizaines de milliers de personnes dans ces conditions-là. Ça aurait juste mis des milliers de voitures dans le fossé et potentiellement des accidents graves. Donc, à un moment, c'est juste la logique. Par contre, ça a un impact sportif terrible parce que, quel que soit le vainqueur de ce match, d'ailleurs, il aura eu 2 jours de repos en moins par rapport à son adversaire. Puisque hier, c'était les 2 matchs AFC et que les 3 autres matchs qui restent à passer, c'est la NFC. Mais du coup, c'est quand même un désavantage sportif majeur pour ces équipes. Alors peut-être un peu moins pour les Bills qui resteront à la maison si jamais ils gagnent. Mais malgré tout, ça reste quand même, on le voit avec les Thursday Night Football, à quel point les équipes sont cramées. Ça peut avoir un impact sportif énorme. Oui, ça peut en avoir un impact sportif. On espère qu'il va se jouer demain aussi, hein, parce que si c'était Ouais. très compliqué aujourd'hui, ça peut l'être tout autant demain. On espère que ce sera réglé ou du moins praticable demain. En tout cas, ça peut aussi niveler un petit peu ce match de demain. On en parlera plus tard certainement, mais en tout cas, on sait que les conditions comme ça climatiques, ça a tendance à niveler, à rendre le match un peu compliqué. Certes, les Bills et les Steelers sont habitués de jouer dans des conditions un peu, notamment dans le froid, à l'inverse peut-être des Dolphins dont on parlera un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que ça peut rendre les attaques un peu plus compliquées. On en a vu notamment dans plusieurs saisons en NFL. Donc on verra tout ça dès demain, on l'espère, en tout cas on croise les doigts. C'est vrai que ça nous empêche de voir un match de playoff à 19h un dimanche.
c'est un petit peu préjudiciable pour nous, Français. Mais c'est vrai que quitte à avoir un match, autant voir un match qui peut y avoir du public et qui peut être sympa à voir plutôt qu'un match, certes à 19h, mais qui aurait été très compliqué. L'autre, actu chaud de l'autre match de demain, Victor, c'est le Buccaneers Philadelphie, les Eagles qui se déplacent en Floride. Tu l'as dit, un match aussi qui pourrait être gêné à cause de la pluie et de l'orage qui s'annonce en Floride, mais surtout, on a appris l'absence de A.J. Brown il y a quelques heures, quelques jours, le receveur qui ne pourra pas jouer ce match-là. C'est un coup dur pour les Eagles. Oui, d'une certaine manière, oui, bien sûr, quand tu perds un joueur majeur, c'est forcément un coup dur. Après, j'ai pas l'impression que ça change drastiquement ce match. Je m'explique, c'est que les Eagles sont en perdition depuis un mois dans tous les secteurs de jeu, hein. On a un groupe qui a absolument explosé. Quand on regarde sur le papier deux effectifs, avec ou sans A.J. Brown, si les Eagles se réveillent, retrouvent un état d'esprit, etc., ils doivent passer. S'ils continuent comme ce dernier mois, globalement, ils vont se faire éliminer. Donc, c'est vrai que perdre un atout, c'est embêtant, mais malgré tout, quand tu as Dallas Goedert, DeAndre Swift, Devonta Smith, voire même des Quez Watkins, etc., tu dois pouvoir t'en sortir, notamment contre une équipe qui a un peu de problème sur le jeu à passe profond. Et Watkins, pour le coup, qui va numériquement remplacer A.J. Brown, est plutôt un tout droit, comme on aime à dire, un joueur nord-sud, si on est poli, un tout droit, si on est un peu moins. Mais c'est vrai que, oui, c'est impactant. Il y a des blessés des deux côtés, Baker Mayfield et questionable. Bon, normalement, il va jouer, mais dans quel état, on verra bien. Jalen Hurts s'est disloqué le doigt. Donc, globalement, c'est vraiment un affrontement entre deux équipes en difficulté. Mais voilà, c'est une grosse absence. Malgré tout, je ne suis pas sûr que ça change vraiment la problématique de ce match. Ouais, on verra. Et tu l'as annoncé aussi, Baker Mayfield, c'était aussi l'information. Il est incertain, blessé aux côtes et à la cheville. Il devrait pouvoir tenir sa place, mais c'est quelque chose à surveiller ce soir et notamment demain. En tout cas, dans le chat, on est d'accord pour dire que l'absence de ce match à 19h, c'est dommage pour nous les Français. Et puis, on parlait des repos. Il y a Guigui Tweet qui dit Tampa et Philadelphia, idem pour l'impact du repos. La différence, c'est que les matchs NFC se jouent aujourd'hui. Donc, il y aura Ouais, c'est un un jour, jour, pas deux un jours. jour de moins et c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que pour l'AFC, ce sera 2 jours. Victor, la grosse information de cette semaine, c'est aussi l'absence, en tout cas le licenciement, on va dire le limogeage. On l'a remercié plus que licencié de Bill Belichick à New England. Les Patriots et Bill Belichick qui ont décidé de mutuellement, comme ils disent, de se séparer après 24 ans. On va parler des entraîneurs un petit peu plus tard dans ce fauteuil, mais on ne va pas parler des Patriots parce qu'eux, ils ont déjà trouvé un successeur. C'est allé très vite à New England. On n'a même pas eu le temps d'en parler dans les podcasts, mais on va l'aborder aujourd'hui. Et avant de parler de la suite, on va déjà parler de Bill Belichick, Victor. 9 Super Bowl coachés avec New England, 6 gagnés. C'était dans les tuyaux depuis un moment. On en parlait en saison régulière. C'était peut-être un coup oui, un coup non. On parlait de ce match après le déplacement en Allemagne, comme quoi Robert Kraft avait pris la décision. Finalement, on n'a jamais trop su le fin mot de l'histoire jusqu'à cette semaine-là. Est-ce que tu es surpris déjà avant tout de ce départ? Surpris, non, parce que c'était quand même dans les tuyaux toute la saison. On a commencé à le voir. Ça a l'air d'un commun accord, mais il y en a un qui était plus d'accord que l'autre quand même. Euh, Après, ça reste un choc parce que, tu vois, moi qui ai commencé à suivre la NFL début des années 2000, bah, globalement, la NFL sans Bill Belichick, je sais pas vraiment ce que c'est. Tu vois. Pareil. Donc, donc forcément, c'est très impactant quand tu perds une figure majeure de ce sport. Je veux dire, les Patriots, c'était Brady et Belichick. Ensuite, les Patriots, ça a été Belichick. Il restait au moins un des deux piliers, tu vois. Là, on perd le pilier majeur. On rappelle que les Patriots, avant Brady et Belichick, hein, pardon pour les supporters des Patriots, et je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est une franchise qui a presque aucune importance dans l'histoire de la NFL. C'est 2 Super Bowls perdus. C'est plutôt une réputation de loser. Euh, et finalement, de cette équipe qui n'avait pas forcément marqué l'histoire, etc.,
est née la plus grande dynastie de l'histoire du football, voire même 2 dynasties distinctes, si on veut être un peu technique. Mais ce que je veux dire, c'est quand même incroyable. Ils ont globalement gagné la division quasiment tous les ans dans la période Brady. Il y a l'année où Brady se blesse, et avec Matt Cassel, ils font 11 victoires et ils arrivent à pas être en playoff, je me souviens. Donc, ils ne la gagnent pas cette année-là, mais mis à part ça, c'était une domination sans partage. Après, c'est vrai que ça fait plusieurs saisons que ça coince. Et pour moi, il y a un problème majeur qui a été le non-renouvellement du staff, à toujours venir rechercher ses copains plutôt que de rechercher des idées neuves. Oui. Les Patricia, les Bob, etc., enfin Bill O'Brien, euh, je trouve qu'ils se sont enfermés un peu. Alors peut-être que si la méthode Belichick, c'est quand même documenté que c'est pas un sympa et que c'est un peu violent et que c'est une méthode des années 2000, quoi. C'est plus tellement une méthode des années 2020 où on a tendance à cajoler les joueurs. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui voulait travailler avec lui non plus, mais ouais, je pense que malheureusement, il a décidé de mourir avec son système plutôt que d'évoluer. Alors déjà, tu as dit beaucoup de choses déjà dans cette première réponse, mais déjà, tu dis on va voir la NFL sans Bill Belichick. C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que Bill Belichick, il Non, mais pourrait sans éventuellement. Belichick aux Patriots. Voilà, c'est en effet sans Belichick aux Patriots, parce que d'ailleurs, Bill Belichick, il avait une petite carrière avant les Patriots, mais en effet, c'est surtout aux Patriots qu'on s'en souvient. Comme tu l'as dit, moi, je suis dans le même cas que toi. Je n'ai pas connu la NFL avant, en tout cas, je n'ai pas connu la NFL sans Bill Belichick aux Patriots. C'est vrai que c'était compliqué quand on a vu Tom Brady partir. Maintenant, Bill Belichick sera plus aux Patriots, il sera peut-être autre part. Mais en effet, tu as commencé à l'évoquer, on sentait véritablement une vraie fin de cycle. Parce que Tom Brady est parti, on se disait peut-être que les deux allaient partir en même temps, ça aurait été la beauté. Finalement, Bill Belichick est resté. Et la première année, on a envie de dire, on s'est dit pourquoi pas. Ils ont quand même fait les playoffs avec un Cam Newton. Ils avaient une année où Mac Jones n'était pas trop mal. Et puis là, véritablement, ça fait au moins 2 saisons qu'on voit qu'il y a une vraie fin de cycle pour toutes les raisons que tu as évoquées. Mais on sentait que ça devenait quasiment inéluctable. On n'a fait que le répéter dans le podcast depuis quasiment la mi-saison. On en parlait même en début de saison en se disant que ça pourrait être la dernière saison de Bill Belichick. Et d'ailleurs, je me permets de flex, hein, mais si vous regardez la pastille Patriots, où nous étions tous les deux et Grégory, Grégory a ouvert de grands yeux quand nous avons annoncé l'un et l'autre, et Patriots à 5 victoires, je crois. Il nous avait dit 8 ou 9, lui de son côté. Oui, et encore, on Bah, l'avait calmé. On l'avait calmé en ouais, disant, ouais. oula. Et finalement, bah, on était presque optimiste, hein, avec 5 victoires. Oui, oui, et je me rappelle exactement, puisque tu flexes, on va flexer, je me rappelle exactement que c'était le début de cette pastille-là en vous demandant, messieurs, est-ce que c'est la dernière année de Bill Belichick aux Patriots? Il s'avère que ça l'était. En effet, il est parti. Est-ce que déjà la façon de partir, on en parlait un petit peu dans le chat, il y a des gens qui disent que ça a été fait assez convenablement. C'est documenté, il y a plusieurs articles qui relaient un petit peu les informations, comme quoi Robert Kraft et Bill Belichick ne s'entendaient plus vraiment. Ça fait 24 ans qu'ils étaient ensemble, il faut le dire. C'est difficile de rester, d'avoir une amitié au beau fixe ou alors une relation de travail au beau fixe pendant 24 ans. Est-ce que tu estimes que ça s'est fait correctement malgré ce qu'il pourrait y avoir en coulisses? Oui, en plus, connaissant les deux bonhommes, connaissant Kraft et Belichick, ça aurait pu être bien pire. Bon, alors c'est sûr que c'est pas, on y reviendra, un autre coach celui des Steelers où il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de machins. Là, c'était froid, c'était à la Belichick, quoi. 7 minutes, je m'en vais, merci à tous, au revoir. Bon. Oui, Mais clairement. d'un autre côté, c'est son tempérament. On le sait, je veux dire, quand on lui demande ce qu'il ressent, il répond en 3 lignes. Quand tu lui demandes l'impact des Gunners sur l'équipe spéciale, il répond en 25 minutes. Ça a toujours été Belichick, ça a toujours été comme ça, mais globalement, c'est bien terminé. Après, j'ai trouvé que là où c'était toujours un peu la personnalité de Kraft, mais encore une fois, je compare aux Seahawks ou à Alabama, où ils ont laissé tout le temps au coach pour que le coach soit au milieu de tout. Là, ils ont laissé parler Bilou, mais il fallait que Kraft il vienne se la ramener quand même, parce que bon, s'il n'est pas devant les caméras, il ne se sent pas très bien. Mais Non, bon, oui, pardon. non, et en plus, c'est lui qui parle en dernier, hein. C'est vrai que Oui, c'était un peu particulier. Après, ça voulait peut-être annoncer la suite, mais c'est vrai que c'est Bill Belichick qui a commencé. C'est ensuite Robert Kraft qui a parlé, notamment sur cette conférence de presse qui n'en était pas normalement, c'est vraiment une. l'inverse. Normalement, on aurait pu imaginer que ce soit l'inverse. Ouais. Hmm.
Mais bon, après, globalement, je te dis, vu les personnages, oui, ça s'est terminé convenablement. Tout le monde fait en sorte de faire croire que c'est mutuel et puis c'est très bien. Rapidement, Bill Belichick, est-ce que tu le vois quelque part d'autre, hein, en spoilant un petit peu? Non, on en parlera après. On va en parler après parce que Ouais, je vais te faire, je vais te parlons-en faire, après. je vais te faire une double question. On va parler de la suite des Patriots d'abord parce que je l'ai dit, on va parler des coachs et des équipes qui sont à la recherche d'entraîneurs. Les Patriots, ils ont viré leur entraîneur, mais ils sont déjà plus à la recherche de leur entraîneur puisqu'ils ont officialisé l'arrivée de Jerod Mayo, l'ancien linebacker des Patriots, en tant que coach principal. Il était dans le staff depuis quelques années. Avant d'abord de parler de ce choix, est-ce que tu apprécies le fait que les Patriots aient un plan? On le voit, ils sont déjà les premiers, ils vont même pas devoir faire des interviews comme toutes les autres équipes peuvent le faire, moins au niveau de l'entraîneur principal. Oui, il y a une chose que j'apprécie pas forcément, c'est de mettre en head coach un coach défensif, mais on en reparlera quand on fera la base des coachs, je développerai là-dessus. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont été corrects. C'est-à-dire que Mayo, ça fait quand même plusieurs années qu'il peut aller ailleurs pour des postes un peu prestigieux, qui reste par fidélité parce que je pense qu'on lui avait dit qu'il succéderait. Il n'était même pas cordeau défensif, je crois, en titre, puisque Belichick n'attribuait pas ce titre, hein, donc il devait être coach des linebackers ou autre. Ouais, je trouve que c'est bien d'avoir tenu parole, d'avoir été honnête. Et comme tu le dis, au moins, ils peuvent travailler dès maintenant sur ce qu'ils veulent améliorer. Ils seront en pole position pour chercher un coach offensif, parce que là, tout le monde est en train de faire des interviews pour trouver des head coachs. Mais du coup, en fait, le head coach, il va venir avec un coach offensif. Les coachs offensifs qui seront devenus head coach, bah, les franchises vont devoir en trouver un nouveau. Mais eux, ils sont en avance sur tout ça. Et si jamais ils ont un coup de cœur, ils peuvent investir des millions sur un coordinateur dès maintenant sans lui laisser, entre guillemets, l'opportunité d'aller tester le marché. Donc oui, oui, tant qu'à faire, c'est bien d'être en avance. Oui, moi, en effet, je suis d'accord avec toi. C'est le fait d'avoir de l'avance, de pouvoir en effet commencer à penser à l'avenir déjà. Et comme tu l'as dit, c'est correct parce que dans le contrat de Jérôme Maillot, on a appris il y avait déjà certains termes qu'il annonçait comme le successeur de Bill Belichick, qu'en effet, il était annoncé comme le successeur déjà il y a plusieurs années. Et ils ont tenu parole les Patriots. Jérôme Maillot est resté parce que, comme tu l'as dit, il aurait pu partir, ils auraient pu changer de décision. Et ce sera bien lui l'entraîneur. Maintenant, il va falloir chercher un coordinateur offensif, comme tu l'as dit, voire un coordinateur défensif aussi, peut-être, parce que c'est un coach défensif, Giraud de Maillot, mais il pourra peut-être vouloir un DC, comme on dit. Donc, on verra ça. Il y a quelques reproches, notamment frère Castro dans le chat qui dit les Pats changent sans rien changer. C'est un reproche aussi qui est fait au niveau de cette méthode patriote, c'est qu'ils font du neuf un petit peu avec du vieux, puisque Jérôme Maillot, c'est le disciple de Bill Belichick. Oui et non, on verra. Je comprends, mais c'est pas parce que tu prends un mec de l'intérieur que les choses ne changent pas. Parfois, les mecs jouent le jeu, attendent et imposent leurs pattes derrière. C'est quand même la nouvelle génération. Je pense qu'il a toute la possibilité de changer beaucoup de choses. C'est vrai que l'arbre Belichick est une catastrophe, parce que le seul ancien Patriote qui a réussi en tant que coach, c'est Mike Vrabel, mais c'est même pas l'arbre Belichick. C'est même pas là-bas qu'il est appris à coacher. Donc l'arbre Belichick, globalement, bah il y a que des erreurs. Là où l'arbre Andy Reid ou Shanahan, il y a quasiment que des réussites. Mais malgré tout, je pense que Mayo, bah, il a la possibilité d'imposer sa patte. On verra, pas sûr que rien ne change. C'est sûr que s'il reconduit Bill O'Brien en coach offensif, oui, on va faire la gueule, quoi. Là, c'est clair. Mais attendons de voir. Je trouve que c'est un peu dommage de caricaturer en disant t'étais déjà dans le building, donc tu vas faire comme Belichick. Attendons de voir ce qu'il fait. Ou s'il prend Josh Daniel en tant que Josh McDaniel, pardon, en tant Josh que McDaniels. coordinateur offensif. L'arbre Bill Belichick qui a fourni pour l'instant le coach de l'année en titre, hein. Il faut le dire quand même, Brian Daboll, qui est coach de l'année en titre, puisqu'il était coach de l'année l'an dernier, hein. Je vois ton pouce, mais il est coach de l'année dernière. Bon, D'accord. voilà, c'était pour Combien de victoires en playoff, combien de titres, c'était combien pour de la vanne. machin? C'était pour Non, la vanne. mais je veux dire, si tu compares les arbres Red et Belichick, bon, c'est la gueule, quoi.
Écoute, on va en tout cas terminer sur les Patriots rapidement pour dire qu'ils sont aussi à la recherche d'un général manager parce que Bill Mm. Belichick, il assumait les deux postes. Et là, ça va être aussi un vrai choix important parce que les Patriots vont avoir un choix haut dans la draft. Il faut construire, voire reconstruire quasiment tout cet effectif. Là, par contre, il faut vraiment se creuser les méninges du côté de Robert Kraft parce qu'il faut un général manager. Et on le sait, il le faut rapidement. D'habitude, on choisit souvent le général manager avant le coach. Là, c'est l'inverse. Ça a été fait comme ça, mais va falloir trouver quelqu'un. Alors, c'est la seule conséquence un peu bizarre de cette embauche express. On a dit tout bien que ça pouvait apporter. C'est un truc un peu bizarre parce qu'en général, tu embauches le GM qui choisit le coach. Là, c'est vrai que le GM aura pas le choix du coach. Bon, c'est pas tellement grave. Je pense que globalement, bah, au niveau de general manager, je veux dire, ils veulent peut-être faire revenir Nick Caserio de Houston, mais pas sûr qu'il ait envie de bouger, Je crois vu qu'il a comment déjà ça se annoncé déroule à ouais, Houston. je crois qu'il a déjà annoncé Nick Caserio qu'il allait rester à Houston. Et quand on voit comment ça Ouais, marche bien à Houston, et en effet le travail qu'il fait, je comprends que les ouais, Patriots t'as pas voulaient, envie de bouger, ouais. voilà, je comprends que les Patriots voulaient le ramener, mais je comprends lui aussi qu'il veuille rester. En tout cas, dans le chat, il y a plusieurs personnes qui disent que la nomination de Jérôme Maillot est plutôt une bonne chose. C'est Arlapinou qui dit que c'est un coach proche de ses joueurs, Maillot. Il fait l'unanimité. Écoute, on verra ça en effet, mais voilà. En tout cas, les Patriots, eux, ont déjà leur nouvel entraîneur. Ce n'est pas le cas pour l'instant des Seahawks parce que c'était aussi l'autre entraîneur un petit peu historique qui est parti en NFL uniquement, puisque tu as annoncé Nick Saban qui est le troisième entraîneur historique, mais lui c'est plutôt du côté du college football. Pete Carroll, lui, n'est plus l'entraîneur des Seahawks après 12 ans. 12 ans à la tête de Seattle. Et là, on a l'impression que ils sont partis un petit peu aussi fâchés, on a envie de dire, on voit les déclarations sur le site ici de Pete Carroll qui estime qu'il a été licencié ou en tout cas on lui a montré la sortie. Ce sont des gens qui ne connaissent pas vraiment le football qui lui ont montré la sortie. On a l'impression que, en tout cas, publiquement, ça ne s'est pas passé aussi bien qu'à New England. Après, moi, j'ai vu l'interview et à l'oral, elle paraît moins violente qu'à l'écrit, honnêtement. Il explique juste qu'en fait, les franchises NFL sont ce qu'on sait, hein, mais sont des entreprises gérées par des gens qui gèrent très bien les entreprises, mais quand on arrive au moment de parler de football, sont des gens qui sont parfois un peu dépassés et c'est difficile d'avoir une discussion tactique avec eux. Mais j'avais pas trouvé que ça soit. Enfin, il disait que c'est frustrant pour un coach, c'est vrai, mais je trouve dans le ton, c'était pas ultra violent. À l'écrit, lu comme ça, pardon, ça paraît beaucoup plus violent, alors que je trouvais que bon, voilà. Mais en tout cas, le fait est que la conférence de presse, en tout cas, s'est bien passée. Ça a été très émouvant, à l'image de Pete Carroll, qui est quand même un être humain qui a l'air d'être un être humain assez respectable. Il a remercié tout le monde, grande classe, très émouvant lorsqu'il a parlé des sacrifices de sa famille, etc. Et là encore, hein, c'est une page qui se tourne. Seattle, c'est le premier titre de leur histoire avec lui. C'est une des défenses, peut-être la défense la plus charismatique des années 2010. C'est un deuxième Super Bowl perdu, certes, mais qui restera dans la légende, hein, parce qu'on s'en souvient tous. Donc oui, c'est quelque chose qui va être très compliqué à succéder aussi. Oui, dans le chat, on me fait remarquer 14 ans. J'ai peut-être dit 12 saisons, c'est Ouais. bien 14 saisons. En effet, 14 saisons, et tu l'as dit, 2 Super Bowls, un gagné et un perdu, mais vraiment, disons qu'un Super Bowl marquant face aux Patriots, justement. Et on a une question de DJ Starkiller 93 qui dit Pete, il a été évincé, mais on lui reproche quoi? Il est gagnant avec son effectif, à part le choix d'un meilleur QB, on ne peut rien lui dire. Et c'est vrai que pour Belichick, on sentait véritablement une fin de cycle. Est-ce que c'était une fin de cycle à Seattle? Parce qu'on se rappelle, ça fait 2 saisons qui performe tout de même avec Geno Smith, même s'ils n'atteignent pas les playoffs cette saison. Il y avait quand même, ça performait un peu mieux qu'en tout cas que du côté de New England. Bah, je pense que le principal reproche, c'est la défense qui est hors du top 20 depuis 2 saisons, alors qu'il est censé être un coach défensif. J'imagine que ça a joué. Mais je suis assez d'accord avec ça, globalement. Moi, en fait, quand j'ai vu son départ, faut se rappeler que c'est le coach le plus vieux de la NFL, hein.
plus vieux 72 que ans, Belichick, etc. Alors, il fait 50 ans, donc ça se voit pas. c'est vrai. Mais je vous souhaite tous d'être conservés comme lui à son âge, hein. Ouais, il a Honnêtement, un an de plus que Bill Belichick. Il non est mais 72 ans, Bill Belichick en a 71. C'est vrai que c'est impressionnant. c'est impressionnant. Euh, mais moi, quand j'ai vu l'annonce de son départ, je me suis dit, bon, bah, à son âge, peut-être que sa femme lui a dit, j'en ai marre, on va profiter de notre retraite, ou peut-être que machin, enfin, tu vois, il peut y avoir plein de choses. Et en fait, on a rapidement su que c'était Ouais. complètement du côté des Seahawks. Et là, c'est vrai que bon, je me dis, je veux bien, là encore, la nouveauté, tout ce que tu veux, machin. Mais surtout, vu le nom qui semble être favori, ça fait pas trop nouvelle vague, renouvellement. Je sais Ouais, pas ça si tu veux en fait. parler maintenant ou On en pendant parlera les peut-être plus coachs, tard. mais On va en parler peut-être plus tard, mais c'est vrai que ça fait un peu du ouais. jeune, encore une fois, avec du vieux. Mais voilà, on vous tease un petit peu sur le thème de tout à l'heure. Mais on va terminer cette page sur les entraîneurs. Victor, tu l'as dit, Bill Belichick, c'est 71 ans. Pete Carroll, c'est 72 ans. Et dans cette interview, Pete Carroll, il dit, lui, il est ouvert à tout, qu'il voulait rester. On l'a bien compris. Est-ce que ces deux entraîneurs, on va les voir en NFL l'année prochaine? Est-ce qu'ils vont être, selon toi, à la tête d'une franchise pour cette saison 2024? Moi, je pense qu'il ne devrait pas. Mais si un des deux est à la tête d'une franchise, je pense qu'il y a plus de chances que ça soit Belichick. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi parce que pour moi, je vois mal une franchise se dire d'aller prendre ces coachs-là, alors qu'en effet, la vague désormais en NFL, c'est d'aller prendre de jeunes entraîneurs qui ont des nouvelles idées, parfois offensives, d'aller prendre des entraîneurs qui ont fait leur temps, entre guillemets. C'est vrai que ça pourrait être, même à l'image du public, pas forcément une bonne décision. Mais on sait qu'il y a des franchises et il y a des rumeurs qui sortent, comme quoi les franchises sont très attirées par le fait d'avoir Bill Belichick à leur tête. Donc pourquoi pas? En tout cas, j'avais une autre question à te poser. Pete Carroll qui dit qu'il est ouvert à tout. Est-ce que ça veut dire éventuellement reprendre un poste de coordinateur ou pas? Parce que un coach comme ça, difficile de le revoir passer coordinateur désormais. Non, pour moi, il sera soit spécial advisor, enfin conseiller spécial, soit coach. Par contre, Pete Carroll, faut pas oublier qu'il est champion national en college football, hein. C'était ma question suivante. Donc son spectre, il est large. Il y a la NFL, mais il y a le college football. Tu peux très bien imaginer qu'il aille coacher. Alors, ce qui serait une bombe, c'est qu'il aille coacher Washington, qui vient de perdre, finaliste cette année, qui vient de perdre son coach qui est parti à Alabama. Je suis en train de regarder, de vérifier, ouais, il est né à San Francisco, donc l'université de Washington, l'État, donc Seattle, hein, pas Washington DC. Il connaît un C'est peu la pas, région en plus. c'est pas très loin de la Californie, tu vois, bon. En plus, Mais donc Il a oui, été à Seattle pendant longtemps, donc il déplacerait pas, il bougerait pas beaucoup. c'est ça. C'est-à-dire que, après, je connais pas sa vie de famille, mais si ses enfants sont restés dans le coin ou autre ou machin, ça lui permet de pas partir. Là, ça serait vraiment un truc énorme. Mais voilà, je pense que tout est ouvert pour lui. Mais en tout cas, il y a Shiki Master qui dit Belichick par nostalgie, je suis sûr qu'une franchise va se laisser tenter. Voilà, en tout cas, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. À mon avis, si on revoit l'un des deux en NFL en tant que head coach, ce serait Bill Belichick. Et peut-être qu'on pourrait voir Pete Carroll au niveau du college football. Lui qui, en effet, avant d'arriver à Seattle, il était à USC entre 2001 et 2009. Voilà, en tout cas, le spectre, comme tu l'as dit, est large pour ces deux hommes qui ont été remerciés dans la semaine, ce qui a fait deux grosses nouvelles pour deux coachs historiques parmi les coachs qui étaient restés le plus longtemps dans les franchises. Et on a Tejan Actu, je suppose que c'est Camille qui nous dit sur le chat, les enfants de Pete Carroll, ils ont 40 ans. C'est vrai que Les peut-être que petits-enfants, dans ce cas-là, ça va. peut-être que les petits-enfants. Non, non, mais c'était drôle. C'est vrai que ce sont des entraîneurs qui ont un certain âge, on l'a dit. Voilà. En tout cas, c'était les deux infos sur lesquelles on voulait revenir cette semaine entre le licenciement, on va l'appeler comme ça, de Bill Belichick et de Pete Carroll. Victor, on va passer au match de ce samedi. Ça y est, les playoffs ont commencé. On ne va pas se mentir, pour l'instant, ça n'a pas été vraiment des matchs extrêmement serrés. On va les prendre dans l'ordre chronologique, si tu veux bien. On va commencer par les Texans qui ont explosé les Browns à Houston. Une victoire 45-14 qui ne souffre d'aucune contestation. Les locaux ont pris les devants rapidement avant de se faire reprendre. Au début du deuxième quart-temps, ils étaient menés 14-10. Sauf que dans la foulée, ils ont complètement déroulé. Ils ont passé un 35-0 à leurs adversaires, 35 points inscrits, aucun point encaissé.
Résultat, une victoire très large. Victor, on pensait qu'il allait avoir un match entre ces deux équipes. On rappelle, les Browns, ils avaient un meilleur bilan que les Texans. Et les Texans recevaient ce match, on va dire, uniquement à la faveur du fait d'avoir gagné cette AFC Sud. Et pourtant, il n'y a quasiment eu aucun match. Oh, je le trouve dur. Je le trouve dur. Il y a eu un match pendant Il y a eu deux un quarts carton. temps et demi, quasiment trois quarts temps. Non, à la mi-temps, il y a combien? Il y a 17-14. Il y a 17-14 à la Oui, mi-temps. Non, il y a eu un match pendant deux quarts temps et demi, trois quarts temps. Et il y a eu cet enchaînement pick six de Joe Flacco qui a tué le match, clairement. Là, à la fin du troisième quart temps, vous pouviez aller dormir. C'était fini. C'est d'ailleurs ce que je suis allé faire. Mais pour le coup, non, il y a eu un match quand même pendant plus d'une mi-temps. Mais il y a une équipe qui a craqué là où l'autre est resté tout le match sérieux de la minute 1 à la minute 60. alors là où je ne suis pas particulièrement d'accord avec toi, c'est vrai que sur le résultat, il y avait un match. Sur le score, il y avait un match. Tu as annoncé le score à la mi-temps. Il y a eu ces deux pick six, mais j'ai trouvé tout de même qu'après le touchdown qui permet aux Browns de passer devant, il n'y a plus grand-chose. Et c'est vrai qu'on s'est dit, pour moi, en tout cas, ce n'était qu'une question de temps pour voir Houston s'emparer de ce match et prendre les devants. Et ça a été de pire en pire. En effet, on regarde les statistiques. Mais il y a un joueur dont il faut absolument qu'on parle et dont on va parler en premier, c'est CJ Stroud. Il est à 16 sur 21, 273 yards, 3 touchdowns. Ce ne sont pas des statistiques incroyables, mais c'est un quarterback rookie qui fait une bonne saison régulière. Sauf qu'on sait, les playoffs, c'est différent. Et quand on le voit arriver en playoffs, on voit que sur le moment, il n'y a pas de moment, comme disent les Américains, il n'y a pas de moment plus grand que ça. Et pourtant, il a assumé. Je dis des stats extraordinaires parce que quand on imagine d'autres quarterbacks qui peuvent sortir des matchs incroyables. Là, 273 yards, c'est correct. Mais par contre, il fait un match superbe, si j'ai Stroud. Ah, t'es dur. Si, c'est extraordinaire ce qu'il a Non, fait mais quand même. ce qu'il a fait est extraordinaire. Mais je veux dire, les statistiques, 16 sur 21, Oui. 273 yards, si j'annonce ça comme ça, c'est vrai que c'est pas, on ne se dit pas que c'est un quarterback qui a marché sur tout le monde. Mais par contre, quand on regarde le match, quand on regarde le moment, quand on sait l'âge qu'il a, le manque d'expérience à ce niveau-là, par définition, qu'il a, c'est tout simplement extraordinaire. Et en plus, il loupe un touchdown quasiment tout fait de 60 yards parce qu'il surdose une petite passe pour Nico Collins. Écoute, on manque de superlatifs pour ce joueur. C'est absolument extraordinaire. On avait l'impression de voir un vétéran qui est là depuis 15 ans, qui panique pas, qui va toujours trouver la bonne solution, qui va varier entre passe profonde, passe intermédiaire, passe courte, passe OB. Euh, c'est globalement toujours bien construit. On en reparlera là encore dans les coachs, mais un design offensif du coordinateur Slovic incroyable aussi, il faut le dire, parce que si les joueurs performent, c'est aussi parce que le schéma est magnifiquement construit. Mais Stroud, écoute, honnêtement, il y avait un calme qui était absolument incroyable pour un joueur rookie. Ouais, c'est ça qui est impressionnant en fait. C'est le fait de se dire, bah, c'est le premier match qu'il fait à ce niveau-là. Alors oui, il a eu une carrière universitaire, mais on le sait, c'est jamais la même chose. Oui, il a été bon en saison régulière, je l'ai dit, mais ce n'est jamais la même chose. Il arrive en playoff sur son premier match, il sait qu'il est attendu face à une bonne équipe et surtout une bonne défense, parce qu'on en parlera, mais à la base, c'est une très bonne défense. Et comme tu le dis, il a parfaitement géré, bien aidé par Nico Collins et par Devin Singletary notamment. Mais cette attaque-là, tu en as parlé, elle a performé 45 points, elle a performé parfaitement au moment où on l'attendait, au moment où il fallait. Oui, alors 31 points offensifs si on enlève des pick six, mais je veux dire, ils affrontaient la meilleure défense de la ligue. Euh, Malgré tout, alors explosion de Nico Collins cette saison, tout ce qu'on veut, oui. Mais bon, malgré tout, ses receveurs, c'est Nico Collins, Noah Brown et John Mechie, son tight end, c'est Dalton Schultz. Il y a pire, mais enfin, il y a mieux. Et il a réussi littéralement en une mi-temps à mettre plus de yards aux Browns que ce qu'ils prennent d'habitude en un match. C'est pour ça, quand tu dis les stats ne sont pas impressionnantes, il faut aussi se rappeler qu'en deuxième période, Ils ont géré, oui. ouais, il lève le pied totalement, quoi. Parce qu'il doit déjà être quasiment à 250 yards à la mi-temps, j'exagère à peine. Et c'est vrai que globalement, bah, cette équipe, elle est juste absolument incroyable. Et en plus, on a vraiment l'impression d'une sorte de communion
où tous les joueurs sont meilleurs en fait. Oui, Singletary, là, on l'a jamais vu comme ça. Il était virevoltant. Il y avait du LeSean McCoy 2013 chez Singletary, là, c'était incroyable. oui, oui, c'est vrai que cette attaque, elle est particulièrement incroyable. Notamment dans le chat, on parle de Laramie Tunsil aussi qui a sorti une masterclass sur Myles Garrett. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu. On parlera de cette défense des Browns tout à l'heure qui a été décevante. Mais une défense qui ne l'a pas été décevante, c'est celle des Texans aussi. Parce que forcément, on parle beaucoup de cette attaque-là. Mais la défense, elle encaisse. Alors, elle encaisse plus de 300 yards. Mais ils ont surtout limité les gros jeux face aux Browns. On se rappelle, hein, ils ont joué cette équipe il n'y a pas si longtemps en saison régulière et Amari Cooper, il avait gagné 225 yards. Là, il a été muselé avec 4 réceptions pour 59 yards. Il y a des joueurs défensifs qui sortent du lot. Il y a Will Anderson, il y a Derek Stingley, les rookies. Il y a aussi un énorme match de Christian Harris. Tu parlais de joueurs qui sont en communion et qui progressent. On a un Desmond King qui n'a pas toujours été en odeur de sainteté dans cette NFL qui est là, qui est pour le coup très bon. Il y a Derek Barnett qui joue pas beaucoup à Philadelphia qui est bon. Toute cette défense-là aussi, elle s'est mise au niveau playoff, on a l'impression. C'est ça, surtout en deuxième mi-temps, c'était assez fou. Et en fait, cette draft de Stroud, de Anderson, et puis même de Tank Dell, de Christian Harris et tout, les drafts des 2-3 dernières années, même de Jalen Pitré et tout, elles ont peut-être construit un mastodonte pour les 10 prochaines années en AFC parce que tout le monde est bon. Christian Harris, c'était un talent du premier tour qui est descendu au troisième, notamment pour des pépins physiques, pas tellement sur son talent. Là, pour l'instant, ça se passe bien. Et puis, tu te dis, en fait, tout le monde adhère dans cette équipe. Derek Barnett, c'est symptomatique. Ces joueurs, il était plus bon dans son équipe. Non pas qu'il manquait de talent, mais il n'avait plus la confiance des coachs, il n'avait plus confiance en lui-même, etc., etc. Il change d'environnement, il change d'équipe. Dans un air frais, avec des mecs qui disent on croit en toi et tout, bam, direct, il redevient impactant. Et c'est fondamental, en fait. Quand on dit le groupe vit bien, je ne sais pas s'il y a un groupe qui vit mieux que les Texans aujourd'hui. C'est littéralement tous les joueurs montent de niveau. Et là, on les a vus. Enfin, ils se sont battus sur chaque action. Même quand le receveur avait pris l'avantage, tu vois le défenseur qui fait l'effort maximum pour aller toucher du bout du doigt le ballon ou autre pour venir contacter et tout. C'est une équipe qui en veut. C'est une équipe qui est en mission. Et en plus, quand tu regardes globalement l'effectif, bah, la moitié, c'est des tout petits jeunes, en fait, qui sont en contrat rookie et qui vont que progresser. Oui, parce que tout cela, alors la saison n'est surtout pas terminée pour les Texans, ils vont avoir un match, mais tout cela donne en effet de bons signes pour la saison d'après. Ça donne aussi certainement l'envie aux free agents de venir. Et puis si Carrément. on imagine, on a vu les Texans bien draftés, on imagine qu'ils peuvent continuer à le faire. Alors ils drafteront peut-être pas aussi haut chaque année, vu ce qui est en train de se passer au niveau des résultats. Mais bon, s'ils peuvent bien drafter, ils peuvent le faire sur plusieurs saisons. Et en effet, dans le chat, hein, tout le monde apprécie la performance, notamment défensive. Il y a Flo Riders qui dit Blake Cashman, le linebacker des Texans aussi a été très fort. Mm. Il y a Erko Page qui nous dit qu'il aurait vu les Texans en divisional round en début de saison. Alors j'ai envie de dire toi, Victor, mais il y a 2 ans. C'est toi qui l'as J'avais vu. un an d'avance. Voilà, c'est J'avais ça. un an d'avance, C'est c'est ça, tout. mais Mais par contre, sur l'attractivité, juste, tu as raison, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais Houston, c'est la troisième ville des États-Unis, la troisième agglomération des États-Unis. Donc, c'est quand même très important. C'est dans le Texas, donc fiscalement, c'est intéressant. Donc, même si les Texans sont pas forcément l'équipe la plus flashy de l'histoire de la NFL, faut dire que c'est la plus récente. Hein, ils sont là que depuis 20 ans. Ils ont tout pour attirer des joueurs. Et maintenant, ils ont l'équipe, ils ont l'organisation, ils ont l'État, ils ont la ville. Oui, il y a un truc pour construire quelque chose de grand. d'ailleurs, il y avait un classement hein, cette saison, je ne me rappelle plus exactement du classement, il y a un classement cette saison qui annonçait les équipes et les endroits où les joueurs préféraient jouer. Et à mon avis, Houston ne devait pas être si mal classé que ça. Si vous pouvez peut-être le retrouver dans le chat, n'hésitez pas. Mais c'est vrai qu'à mon avis, Houston devait être assez haut. Et vu ce qui se passe, ça devait l'être aussi. Et dernier mot sur Houston avant de passer sur Cleveland, mais ça ne comptera pas pour la saison régulière, pour le titre de coach de l'année. Mais D'Amico Ryans, quand on voit son équipe, comment elle performe, il est clairement candidat au titre de coach de l'année. Alors encore une fois, ce match-là ne doit pas compter, c'est uniquement la saison régulière, mais ça ne fait que prouver que c'est un très bon coach. Je ne sais pas s'ils ont déjà voté. Tu penses qu'ils ont déjà voté? Je ne suis pas sûr en tout cas que les playoffs
doivent Non, être prises en compte. théoriquement, ça ne doit pas être pris en compte. Ah, Je suis tu mises d'accord sur avec toi. une théorie Je, de l'inconscient. ma question, c'est est-ce qu'ils ont voté ou pas? Parce que moi, je suis désolé, mais tu vois, j'avais un doute. Je serais votant là. Je sais que les playoffs ne doivent pas compter, mais ça me permet de lever mon doute et de mettre Demeco Ryans. Surtout que peut-être le doute pouvait être avec Kevin Stefanski qui était en face et qui, pour le coup. Ouais, après Stefanski, il en a déjà eu un. Oui, 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 non, mais bon, en tout cas, quand on Mais prend oui, la oui, saison oui, oui, c'est régulière, vrai, c'est vrai. il amène son équipe en playoff avec 11 victoires et avec beaucoup de blessés. Il va être certainement dans la liste des coachs de l'année. Donc, c'est vrai que s'il y avait un doute, je ne sais pas s'ils ont déjà Eh voté. ben, on En tout cas, verra et on croise ouais, les doigts pour que je puisse vous faire vivre ça en live. On ne sait pas encore, mais on verra, écoute, peut-être. voilà. En tout cas, pour Cleveland, on va en parler rapidement, mais c'est peut-être le pire scénario parce qu'on le sait, Flacco, c'est un joueur qui tente beaucoup de choses. Quand ça passe, c'est incroyable. On l'a vu sur ces dernières semaines. Quand ça passe pas, ça donne des matchs un petit peu compliqués, voire beaucoup plus compliqués. Alors, il dépasse les 300 yards sur ce match. 34 passes réussies sur 46 tentés, un touchdown, deux interceptions. Mais tu l'as dit, ces deux interceptions, elles font tâche. Ces deux pick six qui font basculer totalement le match. Oui, en fait, cette équipe de Cleveland est dans un état un peu étonnant. C'est-à-dire que, en soi, dans l'idée, tu te dis, ouais, je vais récupérer tous mes blessés, parce qu'on rappelle qu'ils avaient une panelle de blessés. Ça ne s'imitait pas au quarterback, hein. Nick Chubb, de running back, leur left tackle, ils ont des blessés partout. Et tu te dis, j'ai une défense qui est top 5 de NFL, j'ai une attaque où j'ai des armes et tout, c'est super. C'est vrai que c'est super. Après, je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de masse salariale et ils n'ont pas de pic de draft parce qu'ils restent, malgré tout, même s'il y a de quoi être optimiste, ils restent enfermés, bloqués, emprisonnés par le contrat d'Eshaun Watson. Et globalement, on va revenir en début de saison prochaine exactement là où on était en début de saison cette année. C'est de dire, il y a un bon groupe, mais s'ils veulent aller plus loin, il faut que Deshaun Watson redevienne franchise quarterback. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est un an pour rien. C'est une sorte de parenthèse enchantée parce que les joueurs ont bien performé. Ça a permis aux fans de rêver et d'avoir un match de playoff. C'est pas négligeable. Tout le monde n'a pas un match de playoff et c'est super pour eux. Mais sur le long terme, j'ai l'impression qu'on en est exactement à la même position. Et en plus, on a une défense qui a été extraordinaire toute l'année, mais qui là s'est trouée littéralement toute la soirée et finir là-dessus, ça fait tâche. Oui, on n'a pas beaucoup vu en effet Miles Garrett qui a bien été défendu. Et tu l'as dit, c'est vrai qu'on a l'impression de revenir un an en arrière et il va falloir que Deshaun Watson redevienne le quarterback, le franchise quarterback qu'on connaît. Sauf que ça fait quand même déjà un moment qu'on n'a plus vu un Deshaun Watson au niveau qu'il était à Houston notamment. Ce qui permet en effet de clôturer en disant que tu disais Ouais. qu'il n'avait plus de choix de draft parce qu'il y avait ce contrat de Deshaun Watson, choix de draft qui sont partis à Houston, je Je crois crois. qu'il y a encore le premier et le troisième de cette année, si je ne dis pas de bêtises. Premier Donc, tour et troisième tour. Donc Houston, en plus, en battant les Browns, fait une belle opération Ouais, c'est ça. avec la prochaine draft. Voilà, pour terminer juste sur ce match-là, la suite pour Houston, elle n'est pas encore définie. Il faut attendre le prochain match de Buffalo et de Pittsburgh, parce que si Buffalo gagne, Houston ira à Baltimore la semaine prochaine. En revanche, si Buffalo perd et que les Steelers s'imposent, ce sont eux qui iront à Baltimore. Et eux, Houston ils devront aller à Kansas City pour jouer face aux Chiefs. Justement, les Chiefs, on en parle, ils recevaient Miami dans le deuxième match de cette soirée. Une victoire des Chiefs 26-7. Il y a eu deux touchdowns pour Kansas City, un en début de match et un en fin de partie. Entre-temps, il y a eu 4 field goals, ce qui a permis aux Chiefs de l'emporter. Ils ont surtout impressionné par leur défense, Victor, mais ce match, avant toute chose, il a été marqué par un froid polaire, moins 20 degrés à l'Arrowhead. C'est le quatrième match le plus froid de l'histoire de la NFL. Forcément, avant de parler de ces deux équipes, ça a eu un impact sur le jeu. Ah bah c'est sûr, moi j'aurais pas aimé être à la place des joueurs, hein. Globalement, quand tu te prends un coup ou quand tu tombes sur le terrain, bah, l'herbe, elle n'est pas vraiment là pour te soulager, quoi. Donc c'est sûr que toi qui es dans le rugby, tu dois connaître ces circonstances-là, les joueurs t'en parlent sûrement, Oui, alors je te rassure, mais à Toulon, moins 20, je pense. Il faudrait que je regarde les livres d'histoire, mais je ne suis pas non, mais sûr que. vous avez bien des matchs en Angleterre ou j'en sais rien Oui, oui, qui peuvent aller, voilà.
Mais c'est vrai que c'était difficile. Après, on a quand même senti, il y a toujours ce semi-mythe de l'avantage à domicile quand il fait froid. Alors, mythe qui marche pour certaines équipes et pas pour d'autres. On pense à Green Bay qui a perdu 2 fois dans le froid contre San Francisco. Mais pour le coup, on avait vraiment l'impression qu'il y avait une équipe que ça gênait moins que d'autres. C'était quand même assez flagrant sur ce match. Il y avait un quarterback que ça gênait moins que l'autre, hein, parce que le plus gros problème de Mahomes dans ce match, ça a été plus les drops de Travis Kelce que le froid. Mais par contre, il a été littéralement frigorifié. Oui, tu l'as dit, ce sont les Chiefs qui se sont mieux sortis dans cette situation. Ils ont mis les mêmes ingrédients, on a envie de dire, que depuis le début de la saison. Ils ont eu de la défense, beaucoup de défense. C'est juste ce qu'il faut d'attaque pour remporter le match. C'est la première fois que les Dolphins sont sous la barre des 13 points cette saison. Les Chiefs, ils ont été très impressionnants en défense, comme ils le sont depuis le début de la saison, mais ils l'ont encore montré en playoff hier soir. C'est une constante de cette saison. Cette équipe est devenue une équipe défensive. C'était impressionnant, c'était organisé, c'était presque cruel à quel point ils arrivaient à lire. Parce que normalement, l'attaque de Miami, c'est quand même l'attaque imprévisible par nature, celle qui te fait des motions dans tous les sens. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai pas compris, etc. Ils se sont échangés 18 fois le ballon, je sais plus s'il est à droite, à gauche. Là, tu avais l'impression qu'ils avaient juste tout lu en amont. Et Et tu avais un sentiment d'impuissance, en fait, de l'attaque des Dolphins, tellement cette défense de Kansas City semblait voir le futur. Et pourtant, on l'a dit, l'attaque des Dolphins a été un petit peu en dedans lors des 2 dernières semaines face à Buffalo et face à Baltimore. Mais on le disait que c'était surtout notamment impacté par les absences de Jalen Waddle et les absences de Raheem Mostert. Là, les deux joueurs étaient là. Alors certes, il y avait le froid. Certes, ils n'étaient peut-être pas à 100%. Mais c'est vrai que même avec ces joueurs-là, même avec l'attaque au complet, elle n'a rien pu faire, mis à part une longue passe et encore une très belle passe sur Tyreek Hill qui donne le seul touchdown de la partie. Au-delà de ça, c'était quasiment le néant. Et pas ce méga sous-dosé qui est réceptionné uniquement parce que Tyreek Hill, en se faisant agripper, arrive à récupérer le ballon, à se débarrasser de 2 défenseurs et à aller dans la end zone. Alors, à sa défense, il y avait peut-être un peu de vent qui était annoncé aussi. Et C'est sur les vrai. longues passes comme ça peut sous-doser les passes. Je ne sais pas dans quel sens était le vent. Totalement valide comme point. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que la grosse action, elle a été faite par Tyreek Hill, à mon sens. Oui, clairement. Euh, non, mais en fait, moi, ce qui m'a plus étonné au niveau de Tua, c'est son imprécision sur les passes courtes, en fait. C'est-à-dire qu'on sait, le jeu des Dolphins, c'est pas que des longues passes, c'est aussi beaucoup de screens, de bubble, de petites passes pour Tyreek Hill et Jalen Waddle et vas-y, cours, quoi. Même ça, c'était un peu trop à droite, un peu trop à gauche. Les joueurs sont obligés de se contorsionner pour la réceptionner. Et du coup, ils peuvent pas avancer et tout. Globalement, alors, le problème, c'est que c'est encore une fois, avec cette météo, c'est difficile de l'enterrer pour un mauvais match dans ces conditions météo. Mais pour la confiance de Tua dans l'avenir, cette performance, ça fait un peu mal. Alors, c'est vrai que la confiance, et c'est vrai que tu as pas été grandiose, loin de là. J'ai trouvé aussi le play call un peu particulier. Alors oui, il y a les Ouais. conditions qui font que ça n'aide pas et ça réduit certainement le cahier de jeu. Mais c'est vrai qu'il va falloir revoir ce match peut-être et se poser les bonnes questions vis-à-vis de Mike McDaniel. Alors, je ne dis pas qu'il est Bah, en danger, loin de Mike là. McDaniel, sur les équipes en playoff, il est à 1 victoire, 6 défaites et moins 110 points de différentiel. Ouais, et cette victoire, c'est face aux Cowboys sur un field goal de la gagne à la dernière seconde. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on a dit toute l'année sur les Dolphins. Ils avaient perdu face aux Chiefs, ils Mm. avaient perdu face aux Bills, aux Ravens, aux Eagles. J'en oublie peut-être, ils ont perdu 2 fois face aux Bills. Et c'est vrai que là, ben, ils ont montré qu'ils n'étaient pas au niveau des playoffs. Je ne sais pas comment ça se règle, je ne sais pas si ça se règle, s'il faut amener des joueurs d'expérience. Là, ils ont pris de l'expérience collective, en tout cas, ça c'est sûr. C'est pas forcément la meilleure qu'ils auraient espéré, mais en tout cas, ils l'ont prise. Il faut peut-être amener des joueurs d'expérience, mais c'est vrai qu'il va falloir se poser les bonnes questions sur les années qui arrivent, parce qu'il y a du talent dans cette équipe. Il y a de talent en attaque. Après, en défense, il va falloir comme l'année 1 de Fangio est pas bonne. Il y a un moment, il faut le dire. Mais en même temps, une année 1 pour un coordinateur défensif, c'est jamais évident.
Bon, ils vont récupérer tous leurs blessés, hein, puisque à leur, quand même, il faut dire, tu avais littéralement la moitié des titulaires de Dolphins qui étaient blessés. Donc, ils vont récupérer des ressources, mais il va quand même falloir investir et trouver un schéma qui marche, parce que cette défense, on a bien vu que dès qu'elle a été contre une attaque capable, elle prend l'eau, en fait, tout simplement. Au niveau offensif, c'est vrai que c'est un peu... En fait, le problème, c'est que ça me rappelle un peu l'époque Chip Kelly, ou ce genre de mec qui arrive avec un nouveau schéma, enfin nouveau, en tout cas un schéma qui n'est pas vu en NFL depuis un moment. Ça marche pendant 6 mois, 7 mois. Et une fois que les équipes ont 7 mois de vidéo pour l'analyser, ça devient plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, ça a duré un certain temps, mais j'ai l'impression qu'en fin de saison, les équipes avaient quand même trouvé les ajustements parce que finalement, il fallait défendre ou la passe écran ou la passe profonde. Le reste n'existait pas, si ce n'est le facteur X, Tyreek Hill, qui de temps en temps allait capter une balle au milieu de terrain à mi-distance. Mais bon, Tyreek Hill, de toute façon, ça sera un facteur X toute ta vie. Tu peux te préparer autant que tu veux, tu n'arriveras pas à suivre Tyreek Hill tout un match. Ça, c'est comme ça, c'est la vie. Mais oui, peut-être qu'il y a besoin quand même d'une autocritique et pas forcément d'une révolution, mais d'une évolution de cette attaque. Oui. Oui, en effet, l'attaque qui va, on verra si elle arrivera à se réinventer. Cette défense, tu l'as dit, on a vu, il y avait beaucoup d'absents, notamment au niveau du pass rush. Bradley Chubb était absent, on le sait, hein, il s'est blessé en toute fin de saison. Jalen Phillips n'était pas là, Van Van Ginkel Ginkel non plus. Ouais. n'était pas là. Et on a l'impression que ça s'est vraiment vu. Patrick Mahomes a joué quasiment dans un fauteuil. Les Dolphins ont été obligés, s'ils voulaient mettre la pression, de blitzer. Et Patrick Mahomes a été très bon face au blitz. Il s'est régalé toute l'après-midi, sauf peut-être en zone rouge, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, il a parfaitement découpé cette défense qui n'avait quasiment aucun pass rush pour l'embêter. Oui, oui, bah, le meilleur défenseur de Dolphins, ça a été Travis Kelce, hein, encore une fois. Hein. Enfin, je veux dire, qui doit coûter à peu près 90 yards et un touchdown à son équipe. Mais globalement, écoute, on a retrouvé le Mahomes très calme. On a retrouvé enfin, on a le Rashee Rice de fin de saison, c'est-à-dire très fiable. Après, oui, tu l'as dit, le seul petit bémol, c'est que passer Rashee Rice et Travis Kelce, il n'y a plus grand monde. Alors, à la course, il n'y a pas de Checo, mais au niveau des airs, je suis désolé, mais moi, je considère qu'il n'y a plus grand monde. Et qu'arrivé en zone rouge, il se retrouve un peu sans solution. Parce qu'on défend Kelce, on défend Rice et il n'y a pas autre chose à faire. Donc, c'est un axe de travail, c'est clair, ça a été toute la saison. Ils ont fait beaucoup de yards, ils ont beaucoup avancé. Mine de rien, le fait d'avoir marqué sur 6 possessions différentes, si je ne dis pas de bêtises, ça n'a pas dû leur arriver souvent cette saison. Mais voilà, l'important, c'est de travailler à finition. Ouais, les Chiefs qui ont dépassé les 409 yards, en tout cas qui ont dépassé les 400 yards pour arriver à 409 yards. Mais c'est vrai que voilà, ils ont dû à 4 reprises s'arrêter pour des field goals, justement pour la suite, parce qu'il y aura une suite pour les Chiefs. Est-ce que notre jugement change vis-à-vis de Kansas City? Je vais te donner la réponse pour ma part. J'ai l'impression que c'était presque une semaine pour rien. On les imaginait battre les Dolphins parce qu'ils avaient une grosse défense et parce que l'attaque était capable de faire suffisamment. On les attend surtout contre des équipes qui sont censées être à un niveau un petit peu au-dessus parce que voilà, les questions sur les Chiefs sont toujours là. On sait qu'ils ont l'expérience et qu'ils peuvent gagner ce genre de match-là, mais est-ce qu'ils sont assez bons? Est-ce qu'ils ont assez de talent désormais pour aller battre des Ravens, aller battre des Bills même, voire des équipes de NFC lors d'un éventuel Super Bowl? On va jamais mettre de côté une équipe où il y a Mahomes et Red. Ils peuvent gagner tous les ans. Après, prenons le plus probable. Buffalo gagne face aux Steelers. Enfin, en tout cas, la logique mathématique, puisque c'est la tête de série numéro 2. Ils vont se retrouver à Buffalo avec un avantage psychologique certain, parce qu'on se souvient tous du match de playoff légendaire, les 13 secondes, blablabla. Mais bon, à Buffalo, face à une équipe qui est en pleine confiance et tout, en effet, ça risque d'être un peu imité. Et même s'ils passent ça, contre l'équipe d'après, ça sera un peu dur. Et je dis l'équipe d'après volontairement, parce qu'on en parlera plus tard dans la semaine au moment des previews, etc. Mais une équipe qui n'a pas joué depuis 3 semaines, quand bien même soit la meilleure de la ligue,
face à une équipe qui vient de faire le meilleur match de sa saison une semaine avant, ça va pas être une promenade de santé pour Baltimore. Mais aujourd'hui, je mets Baltimore et Houston au-dessus de Kansas City. Bah écoute, c'est dit. En effet, on verra. Comme tu l'as dit, même chose pour Kansas City que pour Houston. Il faut attendre de savoir le résultat de Buffalo et de Pittsburgh. Si Buffalo s'impose, ce sera un déplacement à Buffalo la semaine prochaine. Si les Steelers s'imposent, ce sera la réception de Houston la semaine prochaine. Et pour terminer sur les Dolphins, je l'ai vu passer dans le chat, mais je suis assez d'accord. Pour moi, ce match-là, ces playoffs-là, ils sont éliminés, ils s'éliminent eux-mêmes quasiment en saison régulière avec les deux défaites notamment et le fait qu'ils aient lâché, entre guillemets, ils n'ont pas lâché puisque les Bills sont allés la chercher, mais le fait qu'ils étaient devant dans cette AFC Est et qu'ils finalement ils finissent deuxième et qu'ils soient obligés du coup d'aller à Kansas City dans le froid. Un Bien match sûr. à domicile face à une équipe, face à des Steelers par exemple, si on les transpose avec les Bills, ça aurait été beaucoup plus facile. Voilà, en tout cas, les deux matchs de playoff qui sont déjà terminés. Il en reste quatre, donc deux ce dimanche et donc deux lundi. Nous, Victor, on va passer au thème de la semaine. Et le thème de la semaine, il concerne les coachs. Et on ne sait pas hein, s'il y a certaines équipes éliminées des playoffs qui vont changer de coach. Certains disent qu'éventuellement, si Nick Sirianni perd face aux Buccaneers, il pourrait partir. En tout cas, nous, on va se concentrer sur les équipes qui sont à la recherche de coach actuellement, les équipes qui sont déjà en vacances et qui ont licencié leur coach. Il y en a 7 qui cherchent un entraîneur. Il y a les Chargers, il y a les Falcons, les Titans, les Commanders, les Raiders, les Seahawks et les Panthers. On l'a dit un peu plus tôt, les Patriots ne sont pas à la recherche d'entraîneurs. Et cette semaine, Victor, le thème, il est simple. On va se mettre dans la peau d'un général manager. On va prendre chaque équipe. On va essayer de trouver qui serait le candidat idéal pour notre équipe. On s'est partagé les deux conférences. Tu seras le général manager de la NFC. Je serai le général manager de l'AFC. Et on va commencer directement pour que ce soit plus clair pour tout le monde et que les gens comprennent. On va commencer par cette NFC. On va commencer par les Falcons. Tu es désormais officiellement manager général des Falcons. Tu viens de remercier Arthur Smith, tu lui as serré la main, il est parti, il a pris sa voiture, il s'en est allé. Tu te retrouves désormais dans ton bureau et tu dois trouver un coach. Vers qui jettes-tu ton dévolu? Écoute, je suis GM. Apparemment, mon président me susurre dans les oreilles que Bill Belichick, ça serait une sacrée bonne idée, mais je décide de résister à mon président et d'imposer mes choix. Et je choisis le coordinateur le plus hype actuellement pour commencer. Je choisis Ben Johnson, le coordinateur offensif des Lions. Alors, c'est vrai que tu dis, il y a des rumeurs qui disent que le président aimerait beaucoup voir Bill Belichick donc, à la tête de cette franchise, mais tu résistes. Pourquoi? Pourquoi prendre Ben Johnson, qui est, tu l'as dit, le coordinateur actuellement des Lions qui sont encore en playoff, on le rappelle? Bah écoute, parce que déjà, pour moi, les 32 head coachs de cette ligue devraient être des coachs offensifs. Parce que je pense que l'attaque aujourd'hui est fondamentalement plus importante que la défense. Et qu'en cas de départ ou autre, c'est plus facile de reconstruire un schéma défensif qu'offensif. En tout cas, plus simple de changer de coordinateur. Ensuite, Ben Johnson, globalement, il a montré que si tu lui donnes des pièces, pas forcément des pièces XXL, si tu lui donnes du Jared Goff, du Amon-Ra St. Brown à l'époque où il était rookie, du Sam Laporta en rookie, du Jamison Williams, etc., il arrive à te faire littéralement une des attaques les plus spectaculaires de la NFL. Et à Atlanta, il y en a. Et là, tu lui donnes Drake London, Kyle Pitts, Bijan Robinson, Tyler Algier. Plus une très bonne ligne d'ailleurs, une ligne très correcte. Oui, il y a le facteur quarterback. C'est vrai. Hein, je veux dire, c'est évident. Mais globalement, j'ai l'impression que ce que Atlanta doit faire, c'est exactement ce qu'il a fait à Détroit, en fait. Et la priorité d'Atlanta aujourd'hui, c'est maximiser cette attaque. Parce que tu viens littéralement de dépenser 3 top 10 d'affilée en attaque. Donc, il y a un moment, cet investissement, il doit payer. Donc, pour moi, clairement, ça doit être attaque, attaque, attaque. Et du coup, Ben Johnson, à voir quel quarterback il aura hein, pour céder. Mais en tout cas, c'est pour moi aujourd'hui le coach le plus hype. Alors, depuis hier, il y en a peut-être un autre, on en parlera. Mais sur ces 2 dernières saisons, il a quand même fait un travail tellement extraordinaire
qu'il mérite sa chance. Oui, pas de Bill Belichick parce que défense ou parce que trop vieux. Pourquoi tu résistes justement? Parce que défense, parce que trop vieux et parce que management des années 2000. Parce que Voilà. cette équipe, tu l'as dit, elle doit maximiser son potentiel offensif, mais c'est vrai que cette défense aussi, elle pose beaucoup de questions. Est-ce que voilà, un coach défensif pour toi serait pas la solution? Non. Non, non, tu prends un bon cordeau défensif, X ou Y, mais non, non, moi, vous le verrez de toute façon, à une exception près que j'expliquerai, mais je suis parti que sur des coachs offensifs. Donc Ben Johnson qui est recruté parce que quand Victor, GM d'Atlanta, appelle Ben Johnson, quand il le pourra, parce que pour l'instant il ne peut pas encore faire des interviews, mais Ben Johnson acceptera forcément. Donc Ben Évidemment. Johnson, vous l'aurez entendu ici, recruté par Victor Roulier, GM d'Atlanta. Désormais, c'est à moi que revient l'honneur de recruter pardon, un entraîneur. Je suis GM des Raiders actuellement. Et les Raiders, j'ai l'impression qu'il y a alors, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, parce qu'avec les Raiders, il y a toujours du suspense, mais je vais choisir Antonio Pierce, l'entraîneur actuel des Raiders, en tout cas l'entraîneur intérimaire. Déjà parce que manifestement, je n'ai pas beaucoup de choix quand on voit les news qui sortent du côté de Las Vegas, parce que vous l'avez peut-être suivi, mais il y a en tout cas, il y a le vestiaire qui semble être totalement acquis à la cause de Pierce. On a vu des rumeurs comme quoi Max Crosby aurait annoncé à ses dirigeants que si Pierce n'était pas titularisé, il demanderait à être tradé quand l'un des meilleurs joueurs de l'équipe et de la défense dit ce genre de choses. C'est vrai que ça pose vraiment question. Et du coup, pour m'acheter un petit peu la paix, je choisis Antonio Pierce. Et en même temps, Victor, pas forcément une mauvaise décision. Antonio Pierce, il a montré qu'il n'a pas fait pire que Josh McDaniels, en tout cas, en cette fin de saison, quand il a été le coach intérimaire. C'est ça, en fait. Littéralement, tu as encore, je crois, 80 millions d'euros à payer sur Gruden et McDaniels, alors que, qui étaient deux énormes signatures, vous allez voir, coach révolutionnaire et tout, ça a été deux catastrophes. Donc, autant calmer le jeu. De toute façon, tu ne joueras pas le Super Bowl l'année prochaine. Et autant faire ce que tu n'as pas osé faire avec Bisaccia et que tu aurais certainement dû faire, c'est-à-dire le garder et voir comment ça évolue. Les capacités de meneur d'homme, elles sont incontestables. Il va falloir un coordinateur offensif, ça me paraît assez clair par contre. C'est-à-dire que oui, à garder Pierce, mais en faisant des ajustements sur le coaching staff quand même. Mais après, ça me paraît être dans la continuité et autant essayer le risque, on va dire, financièrement bas pour l'instant et voir comment ça se passe pendant au moins un an. Oui, parce qu'il y a en effet des questions financières, parce que je ne sais pas exactement combien d'argent ils doivent payer encore à Josh McDaniels, ou si ça s'est réglé, mais certainement qu'ils doivent encore peut-être lui donner quelques millions. Pareil pour Gruden, qui avait signé pour 10 ans, je crois, et qui, à mon avis, doit encore avoir peut-être quelques millions. Donc, peut-être un coach qu'on signerait un peu moins cher serait une bonne solution. Et puis, tu l'as dit, il y a aussi cette situation avec Rick Bisaccia il y a quelques saisons qui n'avait pas été gardé quand il a fait l'intérim de John Gruden pour aller prendre Josh McDaniels. Finalement, ça ne l'a pas fait. Donc, c'est vrai que pour ça peut être une bonne question, une bonne solution. Encore que, tu parlais d'un président tout à l'heure. À Las Vegas, on le sait, le président aussi aime bien prendre des décisions qui peuvent être, comme on dit, flashy. On parle beaucoup notamment de Bill Belichick. Dans le chat, on nous dit si ils prennent Bill Belichick après McDaniels, ils vont faire une émeute aux Raiders. On parle aussi peut-être d'Arbo. Et on sait aussi que Pierce a déjà été demandé par d'autres équipes pour faire des interviews. Tout ça mélangé, ça donne beaucoup de questions à Las Vegas, Victor. Ouais, ça serait quand même très rigolo que les Riders, dont l'actionnaire minoritaire est Tom Brady, recrutent Bill Belichick. Mais Qui prendrait Josh McDaniels en coordinateur qui offensif. prendrait Josh McDaniels et Matt Patricia en coordinateur offensif-défensif. Non, globalement, oui, il est imprévisible, ça c'est sûr. Malgré tout, je pense que là, quand même, il a voulu jouer au plus flashy et il s'est tellement pris les pieds dans le tapis que, à mon avis, ça va le calmer pendant au moins un an ou deux. On va voir. En tout cas, on repasse en NFC, Victor, avec les Commanders. Commanders qui ont changé beaucoup de choses aussi, qui ont annoncé leur nouveau général manager. J'ai pas vu ton nom. C'est Adam Peters qui est le nouveau général manager des Commanders.
Mais c'est toi, aujourd'hui, le general manager, qui choisit l'entraîneur, qui ont choisi pour être le coach principal des Commanders pour la saison prochaine. Ouais, Adam Peters, c'est un nom générique que j'ai choisi pour rester dans l'anonymat. Je comprends. Euh, Ça fait très non générique d'ailleurs. oui, non, mais c'est ça, c'est genre Troy Smith, Adam Peters, ils existent, quoi, mais Josh Daniels. J'ai choisi Eric Bieniemy. Pourquoi? Alors, Bieniemy, c'est un cas très particulier. Ça a été un coach offensif reconnu à Kansas City, qui a eu des interviews pendant des années. Alors au début, on a dit oui, il n'a pas les postes parce que, je vais être tout à fait franc, hein, les rumeurs, c'était il n'a pas les postes parce que c'est globalement du racisme et comme il est noir, c'est plus difficile d'avoir les postes. Alors, qu'il y ait du racisme en NFL, oui, que ça soit plus difficile d'avoir les postes, oui. Malgré tout, on a vu beaucoup de coachs noirs embauchés dans le même temps. Par contre, la rumeur qui est revenue très régulièrement, c'est qu'il était catastrophique en interview. Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais apparemment, vraiment catastrophique. Et quand on parle d'interview, on ne parle pas des interviews à la presse, hein, on parle Non, non, on des parle entretiens de d'embauche. entretien d'embauche, ouais, voilà. Donc, à voir, évidemment, parce que si tu l'as dans le building, comme on dit, dans l'immeuble, et que tu sais que c'est un cas très difficile au niveau du caractère, peut-être que tu n'auras pas envie de t'en faire ton coach. Mais en attendant, faudra bien un jour lui laisser sa chance. Et en fait, si tu veux, là encore, les Commanders, c'est un peu comme les Riders, tu n'es pas pressé, tu reconstruis. Tu vas pas jouer le titre l'année prochaine, tu seras pas au niveau des Cowboys et probablement des Eagles l'année prochaine. Même les Giants ont une meilleure dynamique que toi, donc il y a besoin de temps, donc autant prendre entre guillemets le moins risqué, quelqu'un qui connaît la maison, mais qui pour autant saura imposer des nouveaux choix, parce qu'il faut aussi choisir un nouveau coordinateur défensif. On le sait, hein, le départ de Rivera et de Del Rio, qui était un peu plus avant dans la saison, mais fait qu'on va devoir revoir tout le schéma défensif. L'avantage, c'est que c'est littéralement l'équipe en NFL qui a le plus de cap disponible et qui a un nombre de choix énorme puisqu'ils ont tradé tout le monde. Donc, ils ont le temps. Je dirais qu'en fait, vu le cap disponible et vu les pics, le plus important, c'est de ne pas s'être planté sur le general manager, à mon avis, plus que sur le coach. Et vu qu'ils t'ont choisi, c'est bon, tout est bon. Oui, voilà, évidemment. Voilà. En revanche, non, mais là où c'est intéressant, et pour rebondir sur Eric Bieniemy, c'est vrai que il y avait aussi, avant qu'il arrive à Washington, il y avait aussi toute cette histoire qui disait à quel point l'attaque des Chiefs est du fait d'Eric Bieniemy ou elle est du fait d'Andy Reid. Est-ce que c'est pas plutôt Andy Reid et qu'Eric Bieniemy est juste là pour faire le tampon avec Andy Reid et Patrick Mahomes? Quand on voit ce qui se passe en attaque à Kansas City cette saison, on peut imaginer, et encore une fois, on fait des supputations, mais on peut imaginer que l'absence d'Eric Bieniemy puisse aussi être un facteur du fait que cette attaque des Chiefs soit ralentie un petit peu. Quand on voit à Washington l'attaque, on voit que cette franchise, ce n'est pas forcément la production offensive qui a été le vrai problème de l'équipe cette saison. Eric Bieniemy a été plutôt correct et a fait passer Samuel pour un quarterback qui lance beaucoup. Il y a un nouveau quarterback qui va arriver, justement, certainement en tout cas, parce qu'ils vont avoir un choix très haut de draft. Est-ce que tu fais confiance justement à Eric Bieniemy pour avoir un quarterback rookie et à réussir à le développer? Écoute, je pense que oui, je pense vraiment que il a l'expérience, il a su travailler. Je veux dire, l'école Andy Reid, c'est aussi savoir accompagner les joueurs. Là-dessus, Andy Reid, il était très en avance sur son temps, sur ça, et je pense que oui, avoir un bien-aimé, ça peut être une bonne chose pour développer un joueur. Après, bon, voilà, on verra bien. Et encore une fois, ce sera le choix du general manager aussi. Mais je trouve qu'il y a des armes, il y a des armes intéressantes. Il y a Terry McLaurin, il y a Antonio Gibson, il y a Brian Robinson, tout ça. On en a parlé d'ailleurs dans le podcast draft. Qui veut le numéro 1 de choix de draft? Je vous invite à aller voir. Donc, écoute, Bieniemy, je trouve que c'est sûr, c'est un pari très limité, mais je trouve qu'il faudra le faire un jour et pas sûr que l'herbe soit plus verte ailleurs. En tout cas, si ça se passe comme tu le dis, ou en tout cas comme on peut l'imaginer ici, sur ce scénario, ce serait une des décisions parfaites pour Eric Bieniemy, qu'on a vu partir de Kansas City pour aller à Washington pour le même poste, pour être coordinateur offensif. On s'est demandé pourquoi il prenait cette décision.
Il a peut-être senti, et on le savait tous aussi, que Ron Rivera était un petit peu en danger et qu'il aurait pu éventuellement être le prochain sur la liste. Si ça se passe comme ça, c'est du tout bon pour Eric Bieniemy. On verra. En tout cas, moi, je vais partir en AFC. Je vais partir avec les Titans qui ont licencié Mike Vrabel, l'ancien linebacker des Patriots, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et je vais choisir, puisque on en parle beaucoup depuis le début de ce podcast, et enfin de ce fauteuil, et notamment dans le chat, je vais choisir Bobby Slowick, le coordinateur offensif des Texans, qui en effet, il y a beaucoup de crédit qu'il faut donner à Dimico Ryans sur cette belle saison de Houston pour l'instant, mais il y a aussi beaucoup de crédit qu'il faut donner au coordinateur offensif qui nous sort des systèmes et qui met ses joueurs dans les meilleures conditions. Certes, CJ Stroud est un très bon quarterback rookie, mais on a l'impression aussi qu'il est mis dans des conditions parfaites pour performer, pour être serein, pour trouver des joueurs dans les bons endroits au bon moment. L'attaque performe bien. Et dans ce que tu disais, la lignée d'avoir des coachs offensifs pour des équipes, je vois bien Bobby Slowik aux Titans avec certainement Will Lewis. On va certainement partir avec Will Lewis en tant que quarterback qu'il va falloir développer. Et je sens Bobby Slowik capable de le faire, Victor. Oui, bah c'est un des choix les plus hype du moment aussi. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse une Ben Johnson, c'est-à-dire qu'il reste un an de plus pour se peaufiner, honnêtement. Parce que je pense que voilà, c'est très jeune, ça vient de commencer, il a encore le temps. Après, il y avait une discussion dans le chat de TDA, je crois, ce matin. Il y a aussi des entraîneurs qui ont attendu parce qu'ils avaient encore le temps et finalement, le train n'a jamais repassé. Donc, c'est Et puis il y toujours a un des risque à questions, prendre. il y a des questions financières quand on est recruté, surtout que Bobby Slowik, il va certainement avoir beaucoup de franchises qui vont lui passer un petit coup de Ah bah, téléphone. de toute façon, son salaire, il va au moins doubler, même s'il reste, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est clair et net. Ça, je pense qu'il va y avoir une revalorisation salariale parce que le mec va arriver dans le bureau, il va dire, alors attends, j'ai 14 équipes qui me veulent en coordinateur offensif et j'ai 3 équipes qui me veulent en head coach. Qu'est-ce que tu me proposes? Bon, tu vois, là, forcément, les mecs, ils vont être obligés de bouger. Faut pas se mentir. Mais malgré tout, enfin, s'il décide de partir, ce qui est tout à fait honorable, c'est un très bon choix. Ça va être à galère hein, pendant un an ou deux à Tennessee. Mais en même temps, du coup, il n'y aura pas une pression dingue. Là encore, personne ne s'attend à ce que tu gagnes tout de suite. Il Et va on part. repartir quasiment d'une page blanche parce qu'il n'y a pas Ouais, de Derrick Henry, il n'y a pas de tout ça. Enfin, il y il y a a une ligne offensive. probablement Oui. plus de Derrick Henry Oui, quand on avec voit, les quand on voit contusions. Derrick Henry, tout ce qu'il a fait, quand il a dit au Ouais, revoir à ouais. tous les supporters des Titans, j'ai du mal à l'imaginer J'ai être du là en mal à semaine 1. l'imaginer revenir. Vraiment. D'ailleurs, sa conférence de presse était incroyable. C'est-à-dire qu'il a remercié tous les gens qui travaillaient dans le building et genre, il connaissait le nom et la vie de tout le monde. Je veux dire, à la cafette, dans les vestiaires, à l'entrée, à la sécurité, à machin. Et ça vous montre la qualité de l'homme. En même temps, ça fait plusieurs années aussi qu'il est à nager, Ouais, mais mais quand même. c'est vrai que pas tous les joueurs sont capables de le faire, je pense. Non, dans les entreprises, il y a des mecs qui sont là depuis 10 ans, ils savent pas ton prénom, hein. Non, non, tout le monde n'est pas Tu comme t'appelles ça. comment d'ailleurs? Moi, c'est Pardon. Adam Peters, on a dit. Ouais. Ouais, je trouve que Sovic, c'est vrai que bah, ça donne envie parce que je disais, le match face aux Browns, c'était dessiné magnifiquement. Donc, écoute, il a un jeune quarterback qui a en plus un beau bras. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, pour les Titans, c'est ça aussi le danger pour des équipes comme ça, c'est d'aller chercher des coachs en espérant avoir des coachs qui sont encore en playoff. On le sait que c'est très réglementé, on ne peut pas les interviewer à certaines périodes. Et puis certainement que ces coachs-là aussi ne prennent pas leurs décisions avant la fin des playoffs. Donc ce qui peut ralentir le processus. Et quand il y a plusieurs équipes sur le dossier, il peut choisir une autre équipe et on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau avec le candidat numéro un qui n'est plus là et les autres qui ont déjà pris leur choix, qui ont déjà fait leur décision. Donc ça va être intéressant à suivre pour les Titans. En tout cas, voilà, Bobby Stowick, c'est un nom qu'il faudra surveiller, qui pourra peut-être rester à Houston, mais qui sera appelé par beaucoup d'équipes. Les Seahawks, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, Victor. On a parlé du départ de Pete Carroll. Il faut désormais trouver un nouvel entraîneur. C'est ça. Et tu vois, j'écoutais le podcast de Around the NFL cette semaine et Dan Enzus disait un truc très vrai. Il disait, t'as pas envie d'être le coach qui remplace la légende. T'as envie d'être celui qui remplace celui qui a remplacé la légende. Toujours un petit Euh, tampon, un petit tampon. voilà, c'est ça. Si tu veux, donc,
pour moi, pour succéder à Pete Carroll, il faut quand même des épaules très solides. Et c'est là où je fais un peu une exception à ma règle des 32 coachs offensifs. Je suis allé sur Mike Vrabel. Parce que Mike Vrabel, il a peut-être pas envie de perdre son temps dans des équipes comme les Panthers où il va falloir reconstruire pendant 14 ans. Là, je te donne une équipe où tu as un coureur, une ligne assez jeune, 3 bons receveurs. Et bon, on verra le quarterback à moyen terme. Mais malgré tout, je te donne des armes. Il sera quand même capable de gérer la pression. Mike Vrabel, quand il rentre dans le vestiaire, c'est pas n'importe qui. Il a gagné le Super Bowl en tant que joueur. Il a même, étant linebacker, reçu un touchdown au Super Bowl. Mais ça, c'est une autre question. Il a été un grand coach et tout. Enfin, globalement, c'est quelqu'un qui va imposer sa patte. Et ce vestiaire qui est fait quand même de joueurs de caractère a besoin de ce genre de meneur d'homme. En plus, je l'ai dit, gros problème des Seahawks depuis 2 ans. Là, par contre, c'est la défense qui est complètement catastrophique. Il va pouvoir apporter son expertise aussi sur ce plan-là. Écoute, je trouve que pour le coup, c'est un des rares qui peut succéder à Pete Carroll sans trop crouler sous la pression, quoi. Et justement, j'ai 2 questions par rapport à ça. Il y a des rumeurs qui font, et on en a parlé tout à l'heure, qui font état d'un intérêt très, très, très appuyé pour Dan Quinn, le coordinateur défensif des Cowboys, qui est un spécialiste de la défense, donc qui rentrerait dans le profil que tu imagines pour les Seahawks. Pourquoi plutôt Mike Rabel que Dan Quinn? Délit de sale gueule, je vais pas. Enfin, non, mais dans le sens où Dan Quinn serait un choix tout à fait légitime. Et en gros, tout ce que je viens de dire s'applique à Dan Quinn, si ce n'est qu'il n'a pas gagné le Super Bowl. Mais globalement, ça serait la même logique, en fait. C'est juste que moi, j'aime bien Mike Vrabel, j'aime bien la personne, j'aime bien ce qu'il apporte. Là où Dan Quinn, en tant que head coach, il y a eu du très bon et du très mauvais, quoi, on va dire. Donc là, honnêtement, les 2 choix suivent la même logique et les 2 choix s'entendraient. C'est vraiment un choix personnel. Je préfère Mike Vrabel à Dan Quinn. Et comme tu es le général manager, c'est toi qui Ouais. choisis. L'avantage qu'aurait Dan Quinn, c'est de connaître la maison, puisqu'on le rappelle, il Oui. a coaché aussi dans le staff de Pete Carroll, donc il arriverait avec la connaissance de la maison. Dernière question vis-à-vis de ça, est-ce que les Seahawks ne sont pas, peut-être, en tout cas Seattle n'est pas le poste le plus attrayant de toutes les équipes qu'on a citées ici? Est-ce que ce n'est pas Seattle pour un coach l'endroit le plus attrayant parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément tout à reconstruire non plus. Attends, rappelle-moi toi en AFC, j'ai déjà oublié. Il y avait Alors, en Riders, AFC. Titans et Et les Chargers, c'est celui qui arrive après. Il y a l'opposition avec les il y a Chargers. match. Il y a match Seahawks Chargers. Voilà. Si on voulait résumer, est-ce qu'on pourrait dire que aux Seahawks, il y a tout sauf un gros point d'interrogation au niveau du quarterback, alors qu'aux Chargers, il y a le quarterback, mais il n'y a pas grand-chose autour. En tout cas, il faut reconstruire autour. Il y a beaucoup de beaux noms, mais qui sont devenus des points d'interrogation. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses à faire. Bah justement, on va parler de Los Angeles. Et là, c'est moi, parce qu'on est en AFC, qui suis manager général de cette équipe. Et j'ai tenté un coup. J'ai appelé quelqu'un que tu connais bien, Victor. J'ai appelé Jim Harbaugh. Jim Harbaugh, qui sera le nouvel entraîneur des Chargers, parce que c'est Los Angeles, parce que c'est sexy, parce que voilà, ça fait de nombreuses années qu'il veut revenir en NFL. Il sort aussi d'une victoire avec son université de Michigan. Il a été bon plutôt en NFL, même si tout ne s'est pas toujours très bien passé. Il a un gros caractère, il est capable de subir cette pression qui va être là à Los Angeles. Et surtout, il y a une défense qui est, on peut le dire, assez catastrophique à Los Angeles. Et je fais confiance à Jim Harbaugh pour essayer de faire progresser cette défense parce que ça va être crucial pour les Chargers. Oui, oui, en soi, c'est vrai que c'est un serpent de mer, Jim Harbaugh. Ça fait depuis des années qu'on entend tous les ans qu'il va revenir. Là, c'est vrai qu'il est enfin champion national, donc on pourrait avoir peut-être l'idée qu'il considère, entre guillemets, que la boucle est bouclée et qu'il a fait ce qu'il avait à faire. En plus, il risque d'être suspendu en college football. Alors, je ne sais pas si une suspension s'appliquerait à la NFL. Je pense que c'est 2 instances totalement indépendantes
et que tu peux être suspendu à NCAA, ça n'influencerait pas la NFL. En soi, il y a un moment, j'ai envie de dire, pour cette équipe qui a perdu son âme et ses supporters en déménageant, retour à San Diego, hein, je me battrai tous les jours. J'adore cette ville de San Diego, une des meilleures des États-Unis si vous avez l'occasion. Je trouve que ça serait tellement Los Angeles d'avoir Jim Harbaugh. Là, ça pourrait t'attirer un public et t'attirer, entre guillemets, du spotlight parce que tu vis dans l'ombre des Rams qui ont été champions à 2 ans, tu vis dans l'ombre d'un McVay, tu vis dans l'ombre d'un Stafford. Globalement, vous promenez-vous à Los Angeles, hein, vous verrez, bon, déjà, vous verrez pas beaucoup de maillots de foot américain, vous verrez plus de maillots de Dodgers, mais vous verrez que des maillots des Rams. Hein. Ouais. Oui, un peu des cartes, mais vraiment, les Dodgers, c'est seul au-dessus du monde. Mais voilà, je pense qu'il y a un moment, il y a besoin de ça aussi pour créer quelque chose. Et pourquoi pas? Écoute, s'il y a bien une équipe qui doit le faire, c'est eux, je pense. En tout cas, ouais, moi je suis d'accord avec toi parce que quand on a regardé cette liste, et puis le thème ici, c'est aussi de pouvoir parler un petit peu de tous les candidats qui peuvent être possibles. Bon, c'est difficile de parler de tous les candidats hein, parce que les Chargers, par exemple, ils ont interviewé Patrick Graham, Kellen Moore, Leslie Frazier, Aaron Glenn, Ben Johnson, Morris, Dan Quinn, Steve Wilkes. Voilà tous les entraîneurs qui veulent interviewer. Donc il y en a beaucoup, mais on essayait de vous en parler. De toutes les équipes, les 7 qui sont à la recherche pour l'instant de candidats et d'entraîneurs, c'est vrai que pour moi, les Chargers sont l'équipe qui peut faire le choix le plus flashy. Ils ont tenté un Brandon Staley il y a quelques années, qui était le choix du coordinateur qui monte, qui devient entraîneur principal, qui est jeune, qui a des idées et qui a un esprit relativement offensif. Là, je pense que ça peut voilà, tenter un Jim Harbaugh, ça peut tenter pourquoi pas un Bill Belichick. Pas sûr que ces deux entraîneurs décident de venir à Los Angeles parce que pour parler de cette équipe-là un peu, Victor, il y a Justin Herbert, oui, mais est-ce que le quarterback suffit pour attirer un gros nom, voire même pour attirer des noms? Parce que là, on parlait d'endroits attractifs. Est-ce que Los Angeles est une équipe attractive? Fiscalement, non. La Californie, non. Pardon, c'est mon côté Ouais. comptable. C'est Ah, à mais c'est chaque fois. important. Non, mais mine de rien, C'est les gens important. s'en rendent pas compte, hein, mais la Floride et le Texas, ça attire beaucoup pour ça. Euh, je pense en effet que c'est très compliqué. Parce qu'en fait, tu es bloqué avec d'énormes contrats sur des vétérans qui, pour certains, ne performent plus, pour certains, ne performent pas assez. Et on parle même pas d'Ed Money de J.C. Jackson, hein, parce que là, on se ferait mal à la tête. Donc, globalement, il y a un left tackle, il y a un quarterback. Même, tu vois, entre guillemets, ceux qui ont porté cette équipe pendant des années, Keenan Allen, il a 31 ou 32 ans. Tu vois, ça arrive vers la fin, quoi. Donc, oui, ça va être compliqué. Je pense que l'année prochaine ou les 2 prochaines années vont pas être forcément magnifiques pour les Chargers. Il va falloir être un petit peu patient parce qu'il va falloir nettoyer avant de construire. Et tout Tu le monde as, n'aura pas cette patience. et pour terminer, tu as peut-être un collègue a mis des chiffres dans le chat parce que Zinku dit 13% de state tax. Je pense qu'on parle de la Floride hein, parce que 13%, ça me paraît peu. Je La pense qu'à Floride, c'est même zéro quasiment, Ah oui, je crois. parce que Zinku, n'hésite pas à nous dire de quel état tu parles parce que 13%, ça Parce me paraît peu pour que Los la Angeles. Californie, c'est beaucoup plus que Ouais, voilà. 13% pour moi. Hein. C'est beaucoup plus en effet. Bon, voilà. En tout cas, Après, ça dépend parce qu'il y a state tax, à county tax. Enfin, ouais, ouais. bref, Voilà. Ça ça sera pour dépend quel le niveau podcast. de taxation. Je ferai peut-être un jour un article, les taux de taxation moyens par État. Peut-être qu'il y a, mine de rien, hein, ça intéressera peut-être 3 personnes. Mais en tout cas, ça pourrait voilà, mettre en lumière certains choix peut-être d'entraîneurs où on sait que ce n'est pas motivé que par ça, mais on sait aussi que ça peut être des facteurs qui peuvent motiver. On va terminer avec la dernière équipe dont on n'a pas parlé, Victor, les Panthers. Et là, tu vas nous annoncer quelqu'un qui pour toi devrait arriver aux Panthers. Je te vois souffler. Ça va faire plaisir au chat parce que j'ai vu son nom passer depuis plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois que je le vois passer, ce nom. Ouais, alors autant on avait un débat sur quel est le poste le plus attractif, Oui, là, je autant je pense qu'il n'y pense a qu'il pas n'y a de pas débat. trop de débat sur quel est le poste le moins attractif. Ouais. Le grand avantage des Panthers dans le recrutement, c'est qu'ils ont le propriétaire le plus riche de NFL et qui peut payer un mec 30 millions par an.
Et qu'il n'aura pas de pression, parce que si le propriétaire met de la pression avec l'équipe qu'il y a, le peu de choix, en tout cas même pas de choix de premier tour qu'il y Non, a, non, non, non. personne ne viendra. Écoute, c'est pas de sa faute à Bryce Young, mais Bryce Young, il aura coûté 2 premiers choix de draft. Ouais. Donc ça fait beaucoup. Après, Bryce Young, je veux dire, clairement, juste une seconde là-dessus. La fin de saison de Bryce Young, c'était la saison d'un mec mentalement brisé. Oui. C'était pas du tout Bryce Young à l'université. Il est beaucoup plus talentueux que ça. Donc je pense qu'avec un nouveau coach, il peut faire beaucoup mieux. Il y a juste besoin d'un nouveau départ. Pour retourner à nos moutons, j'ai donc choisi Todd Monken. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de cramer un jeune qui arrive avec des idées neuves et qui va se planter sur un roster tout pourri. J'ai plutôt envie de mettre un baroudeur. Todd Monken, il a eu du bon et du moins bon dans sa carrière. Il a été coach offensif des Buccaneers, ça s'est plus ou moins bien passé. Au Browns, ça s'est mal passé. Il est retourné à Georgia où il est double champion national. Il revient aux Ravens où là, ça se passe très bien. Il a un peu une carrière à la Dabble, si tu veux. Ces mecs qui ont échoué plusieurs fois avant de réussir, mais d'un autre côté, ça forge le caractère, t'apprends de tes erreurs, etc. Tout le monde n'est pas capable de se relever après des échecs. Et lui, il a été capable. Et du coup, ça reste quand même quelqu'un d'ultra expérimenté, qui sait ce que c'est que de galérer, qui va pas avoir peur de prendre le temps, qui va mettre les mains dans le cambouis, qui a quand même un réseau énorme qui va permettre, à mon avis, de bien s'entourer. Donc, je pense que ça fait partie de ces entraîneurs qui ont les épaules et tu vois, il faut pas que ça soit trop une star parce que le mec va vouloir gagner tout de suite, c'est pas possible. Et à mon avis, il faut pas que ça soit trop un jeune parce qu'il va être perdu dans ce bordel. Donc, je trouve que Monken, c'est bien au milieu. Monken, on le rappelle, un coordinateur offensif des Ravens actuellement. Il va falloir qu'il se mouille la nuque en passant de l'attaque des Ravens et les armes qu'il y a avec celles des Panthers s'il le fait. Mais c'est vrai que voilà, il faut trouver le bon candidat dans cette équipe-là et avec le matériel qu'il y a là. Et malheureusement, j'ai peur qu'il n'y ait que des entraîneurs peut-être qui soient en recherche de prouver quelque chose, peut-être un Monken. Est-ce que, par exemple, il voudrait aller là? Alors oui, il y a le côté entraîneur principal et il n'y en a que 32 en NFL. Et comme tu le dis, le train peut-être parfois ne passe qu'une fois. Mais c'est vrai, je reviens là-dessus, mais que ce poste-là à Carolina, il ne fait pas envie. Il fait vraiment pas envie. Bah, faut y aller pour l'argent, hein, parce que globalement, si ton projet c'est sportif, bah tu restes à Baltimore, tu restes à Houston, tu restes à Détroit, tu restes n'importe où, sauf à Carolina, quoi. Donc c'est ça en fait qui est terrible, c'est que bah, non seulement tu as le pire effectif de NFL, en plus tu n'as pas ton choix de draft, enfin en tout cas ton premier tour. Ou alors, tu crois vraiment en Bryce Young? Peut-être qu'un entraîneur se sent voilà, capable de Oui, mais développer. Bryce Young, je suis désolé, mais il va avoir un syndrome Daniel Jones. C'est-à-dire qu'il y a un moment, dans 4 ans, on ne saura pas s'il est bon ou pas, parce qu'il aura joué avec Jean-Michel Main-Auber en receveur et Jean-Michel Cuparter en ligne offensive, quoi. Tu vois, Beaucoup de c'est Jean-Michel ça dans qui me cette fait un équipe. peu peur. Oui. Ouais. Mais On salue Jean-Michel Boujard. c'est vrai. Il y a Bill Versky qui nous dit ça peut être Bill O'Brien qui connaît Bryce Young. Bill O'Brien, c'est vrai qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui va l'appeler pour être coach principal. Donc, à mon avis, si les Panthers l'appellent et qu'ils sont convaincus que ça peut être la bonne solution, Tant ce que qu'il ne j'en le fout doute. pas JM, ça me va, hein. Ouais, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça peut être un coach qui, à mon avis, voilà, peut vouloir redevenir coach principal, ne doit pas forcément avoir beaucoup d'appels parce que pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui veuillent Bill O'Brien. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, voilà, Todd Monken ici aux Panthers, on vous a donné les 7 entraîneurs pour nous si on était GM de ces 7 équipes-là. On va terminer sur ce thème, sachant qu'il y aura peut-être, je l'ai dit, d'autres équipes qui seront à la recherche d'entraîneurs après les playoffs. Si Dallas perd ce soir, peut-être que Mike McCarthy ne sera plus l'entraîneur des Cowboys. Peut-être qu'il sera un candidat potentiel. En tout cas, Dallas cherchera peut-être un coach. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer, mais à l'instant T, voilà ce que nous, on a imaginé comme candidat et comme entraîneur pour les 7 franchises qui cherchent des coachs principaux à cette intersaison. On va terminer, Victor,
Vous l'aurez compris, on va être un petit peu en retard, mais pas de match à 19h. On a un peu de temps. On a un peu de temps devant nous. On n'est pas loin de la fin, mais on va terminer comme chaque fauteuil par les pronostics, Victor, ce wild card, ces 4 matchs qui nous restent. Pour l'instant, toi Tu et veux moi, pas on fait faire une un. petite annonce avant? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je comptais la faire à la Ouais. fin, mais on peut faire une petite annonce. Allez, les gens, Parce que il faut du croustillant. Là, il est 19h00. Les gens, ils pensaient avoir un match. Ils se c'est vrai. retrouvent, ils ont rien. Donne-leur de quoi rêver. Eh bien, on peut le lancer. On peut le lancer. T'as pris de court Camille, mais tu vois, voilà, Il est trop rapidement, fort, Camille. rapidement. L'annonce, elle est là parce que on passe le bonjour notamment à Raphaël et à Alain qui ont commenté le match dans la nuit. Notamment, c'est pour ça qu'Alain n'est pas là, mais ils ne sont pas très loin et Alain n'est pas très loin. Il me signale qu'on a ce beau bonnet. Vous le voyez ici, Touchdown Actu. C'est un petit peu le nouveau bébé de la famille Touchdown Actu. Vous le savez, il y a des casquettes notamment qui peuvent être achetées. Il y a plein d'autres choses. Mais il y a ce bonnet aussi avec Brooklyn Fizz, vous le voyez. Ça sortira officiellement demain, mais on a eu l'autorisation, Victor, de vous l'annoncer. Ça sera un article que vous pourrez acheter. Le bonnet Touchdown Actu. Et j'avoue que peut-être, alors je l'ai dit, à Toulon, il n'y a pas de -20 à Toulon. Mais un petit bonnet comme ça, je dis pas non, avec un petit Touchdown Actu, c'est pas mal. Moi, je valide en tout cas. Bah écoute, moi je suis à Lyon et j'ai eu un bon -4 ce matin. J'étais content d'avoir un bonnet. Je dois t'avouer que je ne serais pas contre. D'ailleurs, si vous êtes à Lyon, Brooklyn Fizz est à Lyon. N'hésitez pas à aller voir rue Childebert, si je ne dis pas de bêtises, à Lyon Centre. Mais en tout cas, non, c'est vraiment cool parce que déjà la casquette était quand même sacrément quali. Je dois avouer que moi, je ne suis pas casquette, donc je la mets pas souvent. Mais par contre, j'en ai offert des exemplaires à mes cousins, à mes petits cousins qui étaient extrêmement contents. Et le bonnet, par contre, je vais le prendre pour moi, ça c'est sûr. Ouais, il y a un clivage, hein. Il y a des teams casquettes, des teams bonnets. On avait ravi la team casquette avec les casquettes. On va ravir la team bonnet, là, hein. En tout cas, avec ça, normalement on a tout le spectre qui est C'est fait. Moi ça. aussi, je suis plutôt team bonnet. Et là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal avoir toujours quelque chose sur la tête. C'est pas mal le bonnet. En tout cas, voilà. Vous l'avez ici. Demain, sur le site, il y aura un article, notamment fait par Alain, qui vous résumera un petit peu tout, comment avoir cet article-là. Mais vous le voyez, je crois qu'il est déjà en vente. Et vous le voyez, c'est avec Brooklyn Fizz, le bonnet. Donc, le nouveau petit bébé de la famille TDA. On va passer au pronostic. On reprend justement la page que Camille nous affichait. Jusqu'à présent, Victor, on fait un sans faute avec 2 matchs et deux bons pronostics, toi et moi, notamment Oui, sur, nous euh, deux, oui. sur les, sur Et les, Raphaël, je crois. et Raphaël aussi. Raphaël aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit match à 3, on va dire, entre toi qui étais devant, Alain et moi étions pardon, sur tes talons. Alain a lâché un peu de terrain et il a lâché un peu de terrain à Raphaël qui est repassé devant. Euh, vous le voyez, Ah Raphaël oui, aussi. carrément. Oui, Ouais. Raphaël est repassé devant Alain, je crois, parce que Alain est à 178, Raphaël est à 179, tu es à 186 et je Hmm. suis à 182. On rappelle que les playoffs, normalement, si je ne dis pas de bêtises, chaque bon pronostic rapporte 2 points. Donc on est potentiellement à 2 matchs d'écart, Eh Victor, ben, et les attention, hein, voici. parce que Lions Eagles, t'es à égalité avec moi, hein. Les voici, et c'est justement pour ça, ça tombe bien qu'on soit ensemble. On va faire ces pronostics-là parce que, au terme de ces wildcards, et un petit mot aussi pour Grégory et Raoul qui se bataillent pour la dernière place. Grégory, pour l'instant, a de l'avance parce qu'il est à 169, Raoul est à 160. Mais c'est vrai que voilà, ça peut se jouer sur ce week-end-là parce qu'on va le voir, on a 2 pronostics d'écart. Ça peut se resserrer. Ça peut aussi te donner de nombreuses longueurs d'avance qui pourraient certainement te donner la victoire dès ce week-end. On le voit en tout cas. Match déjà, le premier match qui devait être le premier match de cette soirée à 19h. Je vois des questions dans le chat, mais en effet, il n'y a pas ce match de 19h entre les Bills et les Steelers, mais c'est celui qui est affiché ici. On a tous mis les Bills. On voit en effet Buffalo s'imposer. Tu as déjà fait les pronostics dans le podcast de milieu de semaine, mais on voit les Bills s'imposer face à des Steelers qui ont arraché les playoffs un petit peu à la dernière minute, mais qui semblent limités face à Buffalo. Oui, 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 globalement, surtout sans TJ Watt, cette défense, elle n'a pas elle a pas le même impact. En plus, Buffalo vient de gagner ses 5 ou 6 derniers matchs. Ah, la dynamique est quand même pour Buffalo. C'est à Buffalo. C'est sans TJ Watt. Pour moi, ça fait un peu trop. Je pense, alors c'est évidemment là où je vais me planter parce que c'est la beauté de la NFL, mais je pense que c'est vraiment le match le plus déséquilibré de tous. Oui,
Oui, et en effet, c'est le deuxième contre le septième, enfin, un deuxième tête de série contre la septième tête de série. Et c'est vrai que ça paraît très déséquilibré. L'autre match entre 2 et 7, c'est celui d'après, celui des Cowboys et des Packers, qui est le premier match de la soirée aujourd'hui, ce dimanche. Il semble un petit peu moins déséquilibré parce que les Packers pourraient peut-être poser des soucis aux Cowboys, mais tout le monde dans la rédaction voit Dallas s'imposer ce soir, Victor. Oui, un peu moins déséquilibré parce que je pense en effet que les Packers ont les armes pour embêter les Cowboys une partie du match. Après, jusqu'à les voir gagner, particulièrement à Dallas où les Cowboys ont été impériales cette saison, ça serait pas pour me déplaire, mais ça serait quand même très étonnant. Je pense que les Cowboys ont les armes pour remporter ce match et c'est ce qui arrivera. Mais je pense que oui, ça sera moins déséquilibré parce que les Packers, ils ont une bonne dynamique et je pense qu'ils sont tout à fait capables, tu vois, d'être devant à la mi-temps. Ça ne veut pas dire qu'ils gagneront le match, mais tu vois, un 17-14 des familles et puis finalement, ils s'écroulent après, mais ils peuvent tenir un petit peu quand même. Oui, ça va être intéressant. C'est un coup d'envoi à 22h30 aujourd'hui, hein. Comme je dis, ça sera le premier match de la soirée. Il y aura ensuite ce match entre les Lions et les Rams que vous voyez ici, le retour de Matthew Stafford du côté de Détroit. Et là, c'est plus partagé. On a Alain, Raoul et toi qui misez sur les Rams. Et en revanche, Grégory, Raphaël et moi misons sur les Lions. Tu vois, on va commencer par toi. Tu vois l'upset ici, puisque les Rams, on le rappelle, sont une tête de série plus faible que les Lions, qui sont numéro 3 dans cette NFC. Écoute, c'est un 50-50. Malgré tout, j'aime bien la dynamique des Rams sur cette fin de saison. Et moi, j'aime me raconter des histoires. Et pardon aux fans des Lions et pardon à Benjamin Bernard, mais ça serait tellement Lions d'arriver enfin à gagner la division pour la première fois depuis 30 ans pour se faire éliminer par Stafford, quoi. Euh, C'est vrai et que si tu veux, cette défense des Lions, quand même, elle a eu des bonnes et des mauvaises semaines. Et là, je trouve que Nakua Cup, c'est typiquement le genre de joueurs qui vont aller chercher des espaces au milieu, là, entre Onzalon et le safety. Et j'ai peur que ça les pénalise beaucoup. Donc, je mise les Rams. En soi, quel que soit le vainqueur, je serais content parce que c'est deux équipes que j'aime bien. Mais sur un 50-50, je vais jouer un peu la belle histoire ou l'histoire cruelle, selon de quel côté vous êtes, du retour de Stafford à Détroit. écoute, pour moi, je vais défendre les Lions puisque je les ai mis. Alors, je vais avouer, il y a aussi un côté stratégique en misant sur l'équipe adverse de celle sur laquelle tu as misé. Et en même temps, les Lions, je les trouve différentes d'habitude. Tu disais, hein, tu disais en effet, ça serait la belle histoire, entre guillemets, la mauvaise histoire plutôt pour Détroit, que d'avoir pour une fois gagné la division, avoir un match à domicile et de le perdre contre celui qui a toujours été bon à Détroit, mais qui a eu du mal à les faire passer le cap qu'ils imaginent. Je les vois différents par rapport à d'habitude. Je vois un Dan Campbell qui leur a permis de passer une étape. Je les sens en confiance. Certes, la défense a beaucoup de questions encore qui l'entourent. Mais voilà, dans un match qui peut se finir facilement à 35-32, je vois les Lions à domicile l'emporter. Donc ce sera une victoire pour les Lions. Dernier match de ce week-end. Celui-là, il est resté au lundi. Les Buccaneers qui reçoivent les Eagles. On ne sait aussi pas vraiment dans quelles conditions climatiques, puisque on annonce éventuellement beaucoup d'orages en Floride. Là, on voit Raoul et toi qui avez décidé de prendre les Buccaneers, qui sur le papier, en tout cas sur les têtes de série, ne seraient pas l'upset parce que ce sont eux qui sont quatrième contre le cinquième. Mais on va dire, et on verra les codes tout à l'heure, que ce serait une surprise de voir le champion NFC en titre perdre face aux Buccaneers qui n'ont pas prouvé grand-chose sur la fin de saison. Ce serait une surprise de voir l'équipe s'est fait humilier par les Cardinals et les Giants sortir au premier tour. Pas sûr. Moi, je pense vraiment, pour le coup, alors je ne suis pas objectif, certes, mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'est brisé, que c'est souvent impalpable ce qui se passe dans ce genre d'équipe. Euh, et je pense pas que ça se répare en une semaine ou deux. Et j'imagine que ça va se finir en eau de boudin, comme c'est fini la fin de saison. Là où les Buccaneers sont... En fait, ils joueraient contre des jeunes qui n'ont pas l'expérience. Je dirais ils vont passer à l'expérience.
Mais les Bucks, bon, tu as Avante David, tu as Mike Evans, tu as quand même beaucoup de joueurs expérimentés dans cette équipe, Vita Vea, Shaquille Barrett, etc. Donc, c'est quand même un duel d'équipes expérimentées, hein, on va pas se mentir. Là c'est des gens qui sont plutôt habitués à venir se frotter aux playoffs. Et bon, le fait que ça soit à domicile, le fait que, certes, ça n'a pas été beau, mais au moins, ils ont gagné le dernier match de la saison, donc ils ont une meilleure dynamique. Moi, je pars sur les Bucks. Écoute, pour moi, c'est un peu 2 points gratuits, même si, en effet, je pense que le match sera plus serré qu'on pourrait l'imaginer, mais j'ai misé sur les Eagles. Pas forcément. Alors oui, ce sont des joueurs, comme tu l'as dit, qui ont l'expérience, hein, des joueurs tu les as cités, qui ont déjà gagné un Super Bowl, qui ont déjà participé à ce genre de grands matchs. Mais je pense que les Eagles, alors je suis assez d'accord sur ton analyse sur les Eagles, que quelque chose ne tourne pas rond et que ce n'est pas les Eagles de l'an dernier et que, à mon avis, ce sera probablement réglé dès le tour d'après si ça réussit à passer. Mais je vais quand même miser sur Philadelphia sur ce match-là parce que pour moi, ça reste l'équipe qui a le plus de chances de gagner parce que les Buccaneers sont beaucoup trop inconstants depuis le début de la saison. Alors oui, sur certains matchs, ils peuvent prouver qu'ils peuvent embêter n'importe qui, mais ils ont quand même relativement souvent été en difficulté, même face à des équipes compliquées. Ils ont gagné leur dernier match, mais on le rappelle, c'était face aux Panthers et c'était 9-0. Donc pour moi, ça sera les Eagles, ce qui nous permet de passer aux cotes de la semaine, Victor. Les cotes qui nous sont fournies par notre partenaire Unibet, les meilleures cotes de la semaine. On n'a pas beaucoup de matchs à disposition, mais comme tu as proposé pas mal d'upsets, entre guillemets, je te propose qu'on mette notamment déjà les Rams qui sont à 2,30 à Détroit. Tu nous as expliqué pourquoi. Je les mettrai à 2,30. Qu'on mette les Buccaneers, tu viens de l'expliquer aussi, qui sont à 2,03. Ce sont des cotes qu'il faut aller chercher. On est déjà à 2. Est-ce qu'on mise ensuite sur Alors moi, une j'ai cote quelque un peu chose. plus safe? Vas-y. Nous sommes tout oui. Et est-ce qu'on peut rentrer dans le détail comme à Buffalo, il va certainement un peu neiger, ou en tout cas des conditions qui favorisent le jeu au sol. Est-ce qu'on peut... Et je rappelle quand même que Josh Allen vient de battre le record du nombre de touchdowns au sol pour un quarterback, à égalité avec Hurts ou un devant Hurts, je ne sais plus, mais c'est quand même pas de la même manière, il n'y a pas de quarterback sneak, quoi. Moi, j'ai envie de miser sur Josh Allen qui marque un touchdown au sol. Eh Je bien, sais pas... je crois que c'est 1,72. Voilà, Camille vient de le mettre. C'est Josh Allen qui marque, marqueur de touchdown Josh Allen. Je crois que c'est considéré comme au sol. Et on le voit 1,72, ce qui nous ferait une cote totale à 8. Et pour 5 euros misés, on aurait 40 euros et 15 centimes de gagné. On est en effet plus sur les cotes on va dire de saison régulière, mais les matchs deviennent de plus en plus serrés et forcément les cotes le sont aussi. Mais c'est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Et Josh Allen, je partage ton avis. Il peut certainement marquer au sol. Et d'ailleurs, on le voit, la cote n'est pas si haute que ça pour un quarterback qui marque au sol, 1,72. Mais ça se joue. Est-ce que tu as des cotes un peu plus fancy, un peu plus YOLO? Moi, j'aimais bien le nombre de points, si on peut rentrer dans le détail, pour le match entre les Rams et les Lions. Je l'ai dit, hein, je ne serais pas surpris que le match finisse à 35-32. Et j'aurais bien regardé le nombre de points total inscrits dans Alors ce souvent, c'est match-là. l'under qui est intéressant. C'est rarement l'over, mais on peut On est en regarder tout total à fait. j'ai un total de points ici, et en effet, moins de 37,5. On serait à 4,65. Par contre, plus de Ouais. 37,5, on serait à 1,65. Il faut. Mais à mon avis, tu peux jouer le 1,65 hein, à plus de 37,5. C'est Non, on est assez à safe. 1,11, pardon. 1,11. Je À vois, 1,11. je pense qu'on est sur la même chose avec Camille. 1,11. Ouais. C'est vrai que là, il y a moins de choses. Par contre, l'équipe à domicile, total de points, équipe à domicile qui met plus de 27 points, plus de 27,5 points, juste en dessous. On est à 1,79. Pour moi, c'est des choses qu'on peut tenter. Mais Bah, c'est vrai que allons-y. là, en tout cas, dans ce match, on ne pourra pas les cumuler puisqu'on a déjà mis le résultat du match entre les Lions et les Rams. Mais voilà, ce sont des cotes qu'on peut aller chercher. Il y a des marqueurs de touchdown aussi. Je ne sais pas si tu as d'autres cotes. C'est vrai que c'est un peu plus particulier. Il n'y a plus que 4 matchs cette Mais semaine, ce qu'est-ce que week-end tu veux de dire par on NFL. ne peut pas les cumuler? On ne peut pas mettre un résultat de match et ensuite mettre le nombre de points. En effet, tu le vois là sur ce que nous a proposé Camille ici. Désormais, c'est passé sur des paris. C'est passé sur des paris, vous le voyez sur votre écran, des paris solo.
C'est Ah 5 euros, 5 euros, d'accord. 5 euros. Ok, bah, je n'étais pas au courant de ça. Unibet ne Euh, propose pas le My Match comme certains d'autres peuvent le proposer, mais voilà, on peut faire deux paris différents. Si on imagine que les Rams vont gagner, mais que les Lions vont marquer beaucoup de points, ça peut être deux paris différents. En tout cas, ils ne sont pas cumulables. D'accord, bah écoute, Voilà, tu on en m'apprends des apprend. choses. On peut en revanche cumuler les Rams qui gagnent et Josh Allen qui marque un touchdown. Ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est faisable. Voilà, en tout cas, ce sont les cotes qu'on vous a sortis sur cette semaine. Forcément, moins de matchs, moins de cotes, mais il en reste tout de même des intéressantes, et notamment sur les résultats, avec, on l'a dit, quelques upsets qu'on imagine. Les Rams, les Buccaneers, par exemple, qui sont au-dessus de 2. Ça joue. Pour information, les Steelers qui gagnent face à Buffalo dans un match qui pourrait, imaginons, se finir en 7-6. C'est 3,92 pour les Steelers à Buffalo. Et pour les Packers, ce qui est un peu plus probable peut-être face aux Cowboys, c'est 3,50. Voilà, il y aura peut-être, tu l'as dit, éventuellement aller chercher les Packers qui sont devant à la mi-temps. C'est quelque chose qui pourrait jouer, ou Mike McCarthy qui gère très mal la fin de match. Je ne sais pas si c'est une cote, mais ça se joue, ça. Mike McCarthy qui gère très mal la fin de match, ça Ouais. c'est une cote que je jouerai. Voilà, c'est ainsi qu'on va terminer ce fauteuil. On a un peu dépassé, on a un petit quart d'heure de trop, mais on C'est l'a dit, il n'y a pas. offert, c'est offert. On Tu a, vois, voilà. les 251 personnes, les gens sont toujours là. Ouais, ouais, c'est vrai, Ils c'est vrai avaient que réservé leur soirée, les gens. Tu c'est vois. vrai. Alors, je vais pas mentir, je suis pas sûr qu'on vous tienne jusqu'à 22h30, hein, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, si les gens sont toujours là. Si vous avez des questions Si sur les vous matchs avez des questions draft, c'est antenne libre. c'est le moment, c'est le moment. Alain a fait l'erreur de nous laisser l'antenne. Lucas peut répondre à toutes vos questions draft devant Écoutez vos là, yeux ébahis. on basculerait de suite dans une émission humoristique de suite, mais encore que pas sûr que ce soit très drôle. Mais c'est vrai que s'il y a des questions draft, voilà, je suis pas sûr que je puisse y répondre. Victor pourrait. Voilà, mais si vous avez quelques questions, malheureusement, il n'y a pas de match à 19h pour ceux qui nous rejoignent. Le match entre les Steelers et les Bills est passé à demain 22h30, ce qui nous fait un minima de soirées, 3 soirées NFL, hein. On a eu 3 matchs à partir de 22h30. Si vous êtes plus un adepte des matchs en deuxième partie de soirée, ça vous régale. Vous avez 3 matchs à 22h30. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je dois avouer que je suis nostalgique de l'époque où il n'y avait pas de match lundi et qu'on faisait 3 le samedi, 3 le dimanche. Non, Ouais. j'aime bien le fait d'avoir 3 soirées. J'aime bien le fait d'avoir 3 soirées. Le match du lundi soir peut être pas mal. On a des questions draft. Voilà, tu as déclenché, Ah merde. quelques questions draft. Est-ce que vous drafteriez Caleb Williams plutôt que Peyton Manning comme Rick Spielman? C'est Jonathan Petit. Alors, spoiler, Caleb Williams n'est pas mon quarterback numéro 1. Vous le savez si vous avez vu mon top 50 de novembre, mais il n'est même plus mon quarterback numéro 2. Et je m'expliquerai en temps voulu. Mais aujourd'hui, si j'ai le premier choix de draft, je prends Drake May. Et Ou j'échange de choix. il y a Ulandril qui nous dit, et c'est une question, tu vas comprendre pourquoi je te la pose. Quel pic pour les Pats? Trade down avec Atlanta. Et du coup, ils vont nous prendre un petit Malik Nabers, s'il est toujours là, ou Romeo Dunze, un receveur, quoi, parce que les Pats, ils adorent drafter les receveurs et ils savent bien le faire, tu vois, donc autant Alors, continuer. oui, mais alors justement, les Pats sont changés. Ce n'est plus Bill Et Belichick. voilà, Donc, justement. Donc là, ils vont dire, regardez comme on est nouveau, on sait même recruter des receveurs. Bam, pied de nez à Belichick. ouais, mais il y aura toujours personne pour lui lancer le ballon. Donc, Oui, bah ça, c'est un autre problème, écoute. ouais. Bon, Si, t'as Bailey Zappi, petit ange parti trop tôt. ouais. Bon, Ou bon, trop tard, mais. bon, voilà. Ça me renvoie à ma condition de supporter des Patriots. C'est un petit peu en difficulté cette saison, en effet. Bon, voilà. En tout cas, voilà, quelques questions draft. N'hésitez pas, il va y avoir plein de choses au niveau de la draft, puisque ça va arriver très vite. Victor, on parle beaucoup de playoffs, mais la draft, il y a beaucoup d'équipes qui y pensent déjà. Ah bah oui, oui, oui. Bah écoutez, si vous voulez, j'ai même terminé hier le calendrier de la draft. Si tu veux, donc ça commence évidemment juste après le Super Bowl. On va avoir les podcasts de position, donc les meilleurs quarterbacks, les meilleurs running backs, etc. En général, 5, 6, 7 joueurs si besoin. Suivent ensuite en plein milieu en fait, les podcasts de débrief du Combine aussi. Et ensuite, comme tous les ans, les 32 pastilles, 32 jours avant la draft, ou 33 jours parce qu'en fait,
Je sais pas si, comme le dernier jour, il y a une mock draft en général en live. On va voir si on met à Pastille un jour avant ou pas. Mais Pastille, c'est le matin en général. Donc, je pense que ça sera les 32 jours avant la draft. Vous aurez une pastille. Donc, on verra. Donc, en général, on fait du premier choix de draft au 32e choix de draft. Pour une simple et bonne raison, parce que j'ai vu souvent les gens poser la question, c'est qu'en fait, si vous voulez un premier choix de draft, par définition, normalement, il a beaucoup de besoins. Et la free agency qui arrive en plein milieu des pastilles, elle bouscule pas tout. Alors que le 32e choix de draft, qui a un effectif bien complet, si vous le faites le premier jour, il va combler son seul besoin à la free agency et votre pastille, elle ne ressemble plus à rien. Donc en général, c'est pour ça qu'on fait du premier au 32e. En termes de bilan, c'est-à-dire que même si les Panthers seront notre première pastille, théoriquement, voilà. Même si ils n'ont pas évidemment le premier choix de draft. Et voilà, et on continuera à vous accompagner. Il y a Jean-Michel qui a lancé un nouveau podcast, qui sont des podcasts très courts de présentation sur les rookies en NFL aujourd'hui, après une saison, donc très intéressant aussi à voir. Donc n'hésitez pas, toujours plus de couverture. Ouais, il y aura en effet beaucoup de choses pour cette draft qui, on l'a dit, arrive très vite. Et comme on l'a dit, il y a beaucoup d'équipes qui y pensent déjà, beaucoup de supporters qui y pensent déjà aussi, même s'ils arrivent à apprécier les playoffs. Ils pensent aussi à leur équipe pour l'année d'après. Ces playoffs-là, nous, on va continuer à les couvrir. On sera ensemble, Victor, demain pour débriefer des deux matchs de ce soir, hein, un podcast que vous aurez mardi. Il y aura ensuite Alain avec Raphaël et Grégory, je crois, pour débriefer des deux matchs de lundi que vous aurez un petit peu plus tard dans la semaine, le mercredi, je crois, si mes calculs sont bons. Et puis ensuite, on aura une semaine classique avec la preview, avec deux autres matchs. Il y aura 4 matchs la semaine prochaine, avec un match aussi sur W9, comme il a été commenté cette semaine par Alain et Raphaël. On espère que vous avez pu apprécier éventuellement en direct dans la nuit, voire en replay, le match que vous avez pu regarder chaudement, comme Alain et Raphaël dans leur cabine tranquillement, ce match entre les Chiefs et les Dolphins par -20. Voilà, on continue en tout cas de suivre cette saison NFL qui est de plus en plus intense et qui nous amènera jusqu'à un Super Bowl qui, on l'espère, sera aussi très bien couvert. Voilà, merci Victor d'avoir été avec moi pour ces quasi 2 heures de fauteuil. On a fait vraiment du rab aujourd'hui, hein. Oui, bah, c'est pas grave. Écoute, on est des gens généreux. Ça, c'est Voilà. important. La couverture du Super Bowl, on verra parce que mon ESTA est toujours pas approuvé. Et on sait par expérience hein, que On l'ESTA, on reste, ne sait jamais. Hein. on reste, Voilà. on reste prudent. On reste prudent Voilà. sur ça. Merci à Camille qui était aussi derrière les écrans pour nous faire vivre ce fauteuil, pour faire fonctionner tout ça. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bon match en tout cas, bon repos peut-être jusqu'à 22h30. Et puis bon match ce soir et demain. Ciao, ciao!